Alors bonsoir à tous, nous sommes le 27 mai 2025. Merci beaucoup à la DHGP pour sa carte blanche à l'émission Les Apparences. Merci d'être présents aussi nombreux, c'est trop chouette. Il y a un peu plus de jeunes que d'habitude, je suis assez content. Et donc Les Apparences, c'est une chaîne Twitch, YouTube d'interviews de peintres contemporains de la scène française, d'une centaine de vidéos, de 5 de leurs peintures qui ont marqué leur parcours à des influences ou des dégoûts. Il s'agit de déployer l'univers de l'artiste de manière sérieuse mais décontractée en 1 heure pour mieux voir et sentir son œuvre. 93 interviews à date, et il y en aura d'autres dans l'été qui arrive. Et d'ailleurs, c'est ce qui va me permettre de vous présenter très succinctement les peintres qui ont eu la gentillesse de bien vouloir accepter notre invitation, puisque vous pouvez retrouver sur une durée plus longue, dans leurs interviews respectives des Apparences, les artistes Jean-Baptiste Bernardet, Florence Raymond, Iman Chabigara, Damien Cadio, Christine Safa. Et merci beaucoup d'être ici. Regardez pas l'écran tout le temps, regardez-moi. On est hypnotisés. C'est vraiment les enfants, quoi. On met une télé, ça y est, c'est réglé, quoi. Et aujourd'hui, on va discuter d'un sujet un peu en rebond aux questions qu'il y a eu la dernière fois, puisqu'il y avait un collectionneur qui s'appelle Michael Jouvet, qui est dans la salle, voilà, qui d'un coup a fait une espèce de diatribe sur le niveau de la technique de la peinture en France, qui a mis un peu la salle mal à l'aise, enfin pas la salle, mais les peintres qui étaient présents un peu mal à l'aise, parce qu'on ne savait pas trop comment répondre. Alors, on va pas forcément répondre à cette question du niveau de la technique de la peinture, par contre on va parler un peu de ce que c'est que la technique de la peinture, puisque la peinture, c'est un peu spécial, c'est un peu comme la sculpture en termes d'ontologie, et après, il n'y a pas beaucoup d'arts qui sont de ce type-là. Donc j'ai trouvé une phrase de Delacroix, je ne me suis pas embêté, au lieu de faire une présentation, je me suis dit, bon, bah, j'ai cité Delacroix que je connaissais beaucoup, que j'aime beaucoup. Donc Eugène Delacroix disait, la peinture est le métier le plus long et le plus difficile, il lui faut l'érudition comme compositeur, mais il lui faut aussi l'exécution comme au violon. Voilà. Et donc ça, on va partir de cette idée-là, c'est-à-dire que nos peintres, quoi qu'il arrive, il faut avoir ce rapport-là au réel, à la matière, à la tambouille, à la patouille, au caca, enfin toutes ces choses-là. Et donc là, on va prendre 5 artistes. On a 5 artistes qui ont des manières très différentes comme rapport à la tambouille. Et on va commencer avec Jean-Baptiste Bernardet. Donc à chaque fois qu'ils parlent, on va voir leurs travaux projetés si tout se passe bien. Et donc Jean-Baptiste, quel est ton rapport à la technique de la peinture ? Déjà, bonsoir tout le monde. Merci Thomas. Merci à toi. Moi, j'ai un rapport très abstrait avec ça, et c'est pour ça que tu m'as invité. Parce que je pense que j'ai juste une accumulation c'est une accumulation de tics, d'habitudes, de réflexes, de choses comme ça, et j'ai aucune notion de ce que c'est que la technique, parce que je me suis jamais référé à un livre pour une recette ou quelque chose comme ça, ou très très peu. J'ai un travail qui est vraiment qui est très dépendant du travail qui est en train de se faire, donc c'est beaucoup d'improvisation, voilà. Alors, avec le temps, il y a un vocabulaire et des outils qui se constituent, mais je ne peux pas transmettre ça à qui que ce soit, par exemple. Et une partie de ce qui m'excite dans la peinture, c'est de ne pas savoir très bien ce que je fais, jamais. Donc j'oublie aussi très facilement ce que je viens d'apprendre. Voilà. Alors on va en parler plus tard après, mais il y a quand même une matière Bernardet, enfin, on va aller dans les détails, mais on en parlera après. Florence, ton rapport à la technique, toi qui vas dans des supermarchés acheter des tapettes à mouches et peindre avec. Alors moi, mon rapport à la technique, en fait, je suis un peu comme toi, sauf que moi, c'est un long apprentissage de désapprendre. Moi, c'est l'atelier comme laboratoire. Et donc, moi, je suis sûre que ce que je recherche, c'est une peinture ultra vivante. Et pour ça, il faut que j'ai tout un laboratoire de gestes que je vais chercher avec des outils inappropriés. Je peux poser une question ? En fait, je suis curieux de savoir si dans ce processus-là, tu acquiers des nouveaux outils en permanence et tu les conserves et tu t'en rappelles, etc. Alors, j'essaye de jamais faire la même chose, de toujours, comme toi, avoir des émotions nouvelles et de désapprendre tout ce que j'ai appris, tout ce qui me séduit, tout ce que je sais faire. Alors on va voir que c'est pas tout à fait comme lui, parce que justement, chez Jean-Baptiste, il y a une espèce d'appauvri, presque de jésuitisme, enfin de jansénisme, au contraire de la technique, que je pense que vous n'êtes pas tout à fait dans le même endroit. Iman Chabigara, alors toi, tu as une technique particulière parce que tu utilises des lacs acryliques. Oui, c'est ça, j'utilise des lacs acryliques qu'on utilise pour peindre des bien le son, images, c'est bon le son ou pas ? Parce que j'ai l'impression d'être plus fort que vous. Okay. Oui, du coup, oui, j'utilise pas du tout de la peinture que les peintres utilisent en général, traditionnellement. Donc c'est de la laque acrylique qu'on utilise pour peindre des meubles ou des murs,
Voilà. Et j'ai découvert ça un peu par hasard. Et en fait, ça a été mon premier pas dans la peinture. Donc j'ai vraiment appris toute seule ma propre technique. Et qui rejoint parfois des techniques traditionnelles. Parce qu'en cherchant, au final, on trouve un peu tous les mêmes choses, parfois. Et voilà. Ouais. Par contre, on peut dire que ta technique... Alors c'est sur bois aussi. C'est le bois, ça change beaucoup de choses par rapport à ton travail. Et on peut dire que quand même ta technique, elle est très... Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle est très impliquée, on va dire, dans ton style. C'est-à-dire que d'un coup, on peut pas séparer les deux, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Et il y a un truc un peu ludique. C'est vraiment du jeu et comment la matière va informer la forme et comment les deux vont jouer ensemble. Et c'est une espèce de va-et-vient comme ça. Ouais. Très bien. Et alors maintenant, on va passer à Damien Cadio, qui est peut-être le plus traditionnaliste, le plus, on va dire, peintre figuratif technique, voilà. Est-ce que tu peux nous décrire pourquoi tu t'es allé là-dedans pour revenir au numéro 2 qu'on a eu ici, c'est pourquoi tu fais de la peinture comme ça alors que tu n'es pas venu en carriole? Alors déjà, bonsoir à toutes et à tous, et merci Thomas et à la DAGP pour l'invitation. Merci la DAGP. C'est assez compliqué à formuler. Enfin, disons que depuis toujours, j'ai une sorte de fascination pour les images. Et la technique, elle est un peu au service de cette ambition de faire tableau. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été comme ça déconstruit. Il n'y a pas eu de stratégie pour en arriver là. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment ce désir d'image. Et c'est aussi une culture visuelle comme ça construite au fur et à mesure de mes visites de musée qui m'a permis d'acquérir une technique, mais qui est encore une fois... devenu presque quelque chose de l'ordre de la mémoire musculaire, quoi. Oui, puis on pourrait créer des clivages un petit peu. C'est là où Florence va chercher de la nouveauté ou des choses comme ça. Toi, tu vas chercher un approfondissement ou peut-être tu arrives à t'améliorer techniquement. Enfin, il y a ce mystère un peu de comment on s'améliore techniquement ou oui, comment en même temps, on rend mieux. Je me reconnais aussi totalement dans ce qu'a dit. Créer des clivages, s'il te plaît. Non, cette notion justement de nouveauté. Enfin, c'est-à-dire que même si on justement on force comme ça dans quelque chose qui peut paraître comme un peu niche quelque part. Enfin, cette idée de répétition de la peinture pour que le geste devienne presque parfait au bout d'un moment. Il y a toujours une nouvelle texture qui amène le tableau, qui donne aussi envie de peindre, et c'est ça aussi qui permet parfois de et ça vient peut-être plus du sujet que de ton choix, non? C'est peut-être que quand tu changes là, tu passais en ce moment, tu fais des portraits, c'est un peu un scoop. Ouais. Je pense que ça change ta manière de traiter les surfaces que quand tu fais des fleurs, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai passé quelques années à peindre du botanique et de la céramique et de la peinture en peinture. Et justement, là, tout d'un coup, de ramener de la chair, j'ai l'impression de recommencer à zéro. C'est assez excitant aussi. Christine Safar, alors toi, ton rapport à la technique? Je crois que je suis un entre-deux, une sorte de bonne élève, mais après, j'oublie vite les techniques et du coup, je trouve c'est pas des nouvelles techniques, mais je m'approprie des techniques de base. Et si je m'en éloigne, ça foire. Ça fait depuis quelques années du coup que je cherche une surface très très mate pour peindre. Et donc si je change de technique de préparation de toile, mes peintures ne ressemblent plus du tout à ce que je veux. Et donc du coup, ça serait vraiment pas... donc les préparations de toile, j'essaie d'être très pédagogue, c'est ce qu'on met avant de peindre, on va dire, c'est le support et toi tu mets de la poudre de marbre, c'est ça? J'ai une technique qui est justement une manière de tendre et de préparer la toile qui est une technique assez ancienne, que je n'ai pas du tout inventé, mais qui nécessite certains dosages. C'est comme faire une sorte de gâteau. Et s'il y a un truc qui foire, ça peut foirer toute la préparation. Donc ça peut craquer, ça peut ne pas se tendre, ça peut voilà, vraiment se défaire d'un coup, se désadhérer de la toile. Et donc c'est pour ça que je dis que je pars d'une technique, mais après, en oubliant, je me rends compte que j'ai mal fait quelque chose. Du coup, je reviens à la recette de base, on va dire. Et alors je vais revenir à cette idée de gâteau, oui, et à cette idée de mauvais élève, parce que alors, je tiens à dire qu'aujourd'hui j'ai pas du tout travaillé, c'est-à-dire j'ai rien précisé. Normalement je vais faire un truc et puis là je me suis dit bon, je vais leur faire confiance, et donc je rebondis directement sur ce que tu as dit. D'abord tu as dit que tu étais une mauvaise élève, et le fait est que être une mauvaise élève, il faudrait avoir un maître. Et le fait est que je pense que votre point commun et le point commun de beaucoup d'artistes, et ce que reprochait Michael Jouvet dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de maîtres qui apprennent la technique ou des choses comme ça. Et d'autre part, quand tu parlais de gâteau, je trouvais ça très, très marrant à comparer. On parle de tambouille des fois en peinture. Le fait est que quand on pense à la cuisine, et justement, il y a tout un apprentissage technique sur comment faire un bon repas et tout ça. On ne se dit pas « Ah tiens, je vais faire un bon repas de moi-même ».
on utilise des produits et tout ça, et on apprend à les assaisonnements, toutes ces choses-là, toutes ces choses techniques qu'on n'apprend pas du tout à l'école, quoi. Donc j'aurais voulu savoir comment vous avez appris ou comment vous êtes retrouvé devant ce mur qui est de pain, mais comment, et voilà. Qui veut, ouais. Nous, j'étais à Saint-Étienne, moi, aux Beaux-Arts. Donc, nous, on n'avait pas de cours. On avait des cours de vie en boîte de nuit. En boîte de nuit, voilà, par Jacques Bonaval, que j'adorais. C'était assez étrange et c'était assez contraignant parce que nous, on venait du bac, on avait 18 ans et on se demandait bien ce qu'on foutait là, mais on a appris plein de choses. Et mon prof en peinture, c'était Denis Laget et Philippe Favier. Et Philippe Favier nous disait « Je peux vous inviter au café, mais j'ai rien à vous dire ». Et Denis Laget, c'était un peu le même style. Et en fait, on apprenait tout seul. Peut-être Jean-Baptiste ? Oui, moi, de ce que je me souviens de la formation, c'est d'avoir l'idée quand même qu'il y a, par rapport à cette discussion sur les outils de base qu'il faudrait maîtriser, il faudrait savoir dessiner pour faire des carrés et tout ça. Je crois que maintenant, et c'était déjà le cas quand j'étais étudiant il y a 30 ou 25 ans, je veux dire, on a aussi besoin de Photoshop, on a aussi besoin de tellement de choses qu'en fait, c'est un peu à la carte, je pense. Et on a la chance ou pas quelquefois, il y a des rencontres inattendues, il y a des obligations qui font que... mais sinon, il me semblait que déjà, il y a 25 ans, et je pense que c'est beaucoup plus aujourd'hui, il y a un tel champ de possibles que c'est probablement pas là-dessus que moi je pense qu'il faut mettre le... Enfin, c'est pas ça l'éducation ou la formation d'être artiste, c'est offrir ces outils quand on... Non, mais je pense qu'il faut qu'il soit... Non, mais il faut qu'il soit... C'est vrai que t'es consacré. Hein. Non, mais il faut que les outils soient disponibles, mais je crois que ça n'a pas trop de sens. Maintenant que tout est décloisonné, etc. Enfin, je veux dire, c'est... Mais je crois que ce qui est beau, c'est de justement ne pas savoir et de chercher et d'essayer de trouver, parfois ne pas trouver ou trouver autre chose, je sais pas. Alors, par exemple, toi, si on va rentrer un petit peu dans la cuisine, et je voudrais qu'on voit des images de ton atelier, par exemple, tu broies tes pigments toute seule, tu prépares tes préparations, tu prépares tes supports toute seule. Donc, broyer les pigments, c'est-à-dire préparer la peinture à l'huile directement, et ça prend quasiment plus de temps que de peindre. Oui. Oui. Je peins pas du tout comme quand je peignais à l'école. Et justement, je pense que le contact aussi aux autres fait qu'on peut changer de technique, on peut apprendre des nouvelles choses et se rapprocher de ce qu'on voulait faire de base et au final y arriver plus tard. Et c'est ça qui est très beau. Mais du coup, depuis 5 ans, non plus depuis 7-8 ans, je peins avec des pigments purs que je que je mélange avec de l'huile moi-même. Donc ça crée la peinture. Je crée la peinture. Mais du coup, ça prend du temps. Mais une fois que j'ai la couleur qui est prête, je l'applique un peu partout sur toutes les surfaces où je souhaite l'appliquer. Donc c'est un peu une sorte de mélange entre la nonchalance et en même temps une sorte de... Je sais où je veux peindre, mais... Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a aussi un côté affectif, d'un coup, ça j'en parlais aussi avec Damien Cadio, c'est le fait que de préparer son support, ça crée une charge autour de l'objet qui est quand même assez... Pour le fabricant, hein, quand tu as passé 3 jours à fabriquer un tableau, j'imagine que quand tu peins, le tremblement est un peu plus dur, quoi. Sur les petits formats, maintenant en tout cas personnellement, ce sont des formats que je maîtrise, j'ai moins de peine ou de tendresse, mais ça reste assez agréable vu que je les ponce, c'est un très bel objet. Mais les grands formats, si je foire un truc et qu'il y a une énorme, je sais pas, un truc qui se décroche, c'est la fin du monde et il faut tout recommencer. D'accord. Donc, oui. Je rebondis sur rater. Moi, ce que je cherche à faire, c'est plus je vieillis, plus je cherche à rater mieux. Et rater mieux, comme disent plein d'artistes, dont Beckett. Et en fait, c'est un vrai travail. C'est vraiment un vrai travail. Et donc, ça s'apprend, mais pas de la façon dont on pense. Oui, toi, juste pour continuer à approfondir un petit peu, c'est que ce que tu cherches, c'est de pas, on va dire, tu cherches une forme de non-maîtrise, pour le coup. De non-maîtrise et de surprise. C'est-à-dire que je cherche un dialogue avec mon travail. Et pour ça, il faut que le tableau te surprenne. Voilà. Quand je rentre, qu'il me surprenne, que ça soit pas ce que j'ai cru faire, ou voilà. Iman. Par rapport à cette histoire de préparation, c'est vrai que je me retrouve assez dans ce que tu dis, même si on a des façons de préparer complètement différentes. Mais c'est vrai que cette idée de
si le support est pas préparé de la façon dont il doit être préparé, la peinture après perd de son intérêt et ça change vraiment tout. Enfin, parce que moi j'ai ce rapport où j'ai besoin de partir de quelque chose avec beaucoup de matière déjà, donc je joue pas mal avec le gesso, je mets des couches de peinture, je les laisse sécher, je remets du gesso. Enfin, il y a vraiment tout ce temps avant la peinture. Et tu me parlais du fait que il y avait des morceaux qui étaient dégueulasses. Ouais. Et moi, je dois dire qu'en tant que peintre à l'huile, j'étais là genre, bah, c'est pas dégueulasse, c'est de l'acrylique. C'est-à-dire qu'il y a toujours, non, mais il y a toujours un truc, c'est un truc qui m'intéresse de distinction, c'est-à-dire que du dégueulasse acrylique, c'est quand même moins sale que du dégueulasse à l'huile, quoi. Ouais. Bah, t'es pas d'accord. Mais il y a un côté toujours sec, tu vois, l'huile, on peut enfoncer son doigt dans de la matière, ou des trucs comme ça. J'aurais dû ramener des morceaux. Mais il y a une beauté là-dedans, alors que pour moi, dans l'acrylique, quand c'est juste du plastique, c'est dur. Justement, ouais. Toi, tu vivrais comment, Imen? Bah moi, vu le type de peinture que j'utilise, déjà, c'est de la grosse laque bien épaisse. Donc quand on peut voir les photos d'atelier de Imen. Ça dépend des... Enfin, je joue pas mal sur les niveaux de dilution et donc la matière peut être complètement différente d'un endroit à l'autre de la peinture, ce qui fait aussi l'intérêt parce que l'œil voit des choses différentes d'un endroit à l'autre. Et c'est vrai que moi, j'ai pas mal ce rapport à la flaque, donc les temps de séchage, les niveaux de dilution, les craquelures qui peuvent se passer, dont je peux me servir pour la suite de la peinture. Parfois, j'arrache aussi des choses. Ouais, là, on voit par exemple un bout de débris de peinture acrylique. Voilà. Et j'arrache ou je recolle. Enfin, il y a tout ce jeu aussi avec la matière en elle-même qui est super important. Et c'est ça en fait qui prend le plus de temps dans la peinture. C'est pas tellement le fait de peindre en lui-même, c'est réfléchir à comment utiliser ce qu'on a peint et qu'est-ce qui va rester. Et ça t'arrive de gratter dans le support, hein, d'abîmer même le bois. Même aller jusqu'au bois et repartir de ça pour continuer la peinture. Et à côté, il y a notre dandy, donc Jean-Baptiste. Ton rapport au support pendant qu'on y est. Non, mais moi, je crois que c'est un truc. J'ai regardé aussi la même discussion que tu avais fait sur le temps, et je pense que c'est de la même façon. C'est des trucs qui sont tellement personnels. C'est pas une question de goût, c'est pas une question de valeur, c'est pas une question d'esthétique, de morale et tout. Non, c'est une question de même de Moi, pensée. j'adore quand le camion arrive et qu'il y a 50 châssis de 2 mètres que je peux peindre tout de suite en sortant des tubes et que j'ai pas. Voilà, c'est vraiment des trucs. J'ai un fétichisme différent quand même. Et Damien, toi, t'as cherché ta toile quand même. Toi, c'est un compromis entre les deux presque. Ouais, c'est ça. J'ai passé quelques années à tester des toiles industrielles. Enfin, je suis bien sûr. J'ai fait une école d'art, donc j'ai fait de la colle de peau et tout ça, mais ça tient pas dans le temps parce qu'on le fait forcément mal. Un petit tips. Petit tips. Attention, alerte tips de Christine Safa sur la colle de peau. Après avoir eu beaucoup de problèmes de temps de séchage ou de séchage de toile, un ami m'a dit qu'en fait la colle de peau, il fallait, avec un sorte de thermomètre de cuisine, encore la cuisine, vraiment ne pas dépasser une certaine température de la colle de peau. Et c'est ça, en tout cas personnellement, depuis que j'ai fait ça, j'ai plus aucun, je touche ma tête. Oui, peut-être 1 sur 15, une toile sur 15 qui ne tient pas, mais... La température, c'est combien? C'est, je pense, en 45 degrés. Moi, je fais 42 parce que j'ai peur, mais... En tout cas, pas au-dessus de... Enfin, faut pas que ça boue de base. Il faut bien laisser gonfler, blablabla, aussi avant. Comme la techniquement, on peut aussi prendre des enduits gras, si jamais tu... Mais c'est pour ça qu'on dit bain-marie, c'est pour ça qu'on met bain-marie, c'est pour pas que ça soit trop chaud. Okay. Mais donc, toi, tu conseilles le thermomètre? Oui. C'est une autre tips. Désolé d'avoir coupé, mais j'étais trop content de me caser, là. Non, mais je suis juste un peu jaloux d'Iman et de Christine sur cette préparation justement qui est déjà de l'ordre de la peinture, sont déjà dans le tableau et c'est vrai que c'est une façon déjà de commencer la danse. Enfin, alors là on voit ton atelier d'adolescent. Ouais, moi aussi j'aime bien. Exactement. Moi j'aime bien quand ça arrive, que effectivement la toile elle est fraîche, elle est déjà dans sa perfection comme ça, immaculée. Je vais passer un mois sur un tableau, donc je préfère effectivement délaisser cette partie qui est quand même assez délicate du support à d'autres. Ou alors sur des bois, je vais faire la préparation parce que je sais le faire. Enfin, j'ai aussi appris à le faire, quoi. Mais voilà. Après, par exemple, petit rebond sur le raté. Ouais. Je trouve c'est une notion que je trouve assez curieuse, quoi. T'as pas envie de faire un chef-d'œuvre quand tu peins? Enfin, cette idée de rater. Clivage. Cette idée de tout donner pour faire un putain ouais, de bon tableau. J'ai vu plein de peintures où les gens faisaient des gestes de désinvolture ou des gestes de liberté ou marchaient sur leur toile ou pissaient sur leur toile. Et tout ça fait des chefs-d'œuvre et des choses incroyables. Je crois aussi, à mon avis, qu'il y a des gens qui jouent dans les règles de l'art, des gens qui jouent avec les règles de l'art. Je ne sais pas si c'est prétentieux de dire ça, mais moi, je dirais plutôt que je joue avec les règles de l'art.
et que la liberté, la désinvolture, le courage, l'envie de faire ces gestes-là, ça peut faire des chefs-d'œuvre. Je dis pas que les miennes s'en aiment, mais en fait, toute l'histoire de l'art en est pleine. Ce truc avec le chef-d'œuvre, moi je sais que ma peinture, c'est vraiment dans l'action de la faire, et j'avoue qu'une fois qu'elle est terminée, bon après, je les trouve plus ou moins bien mes peintures, mais c'est vraiment le processus de faire l'œuvre qui m'intéresse. Après, bon, elle est finie, elle m'appartient plus, et voilà. Alors, peut-être je peux poser une question technique clivante, qui serait pourquoi faire des tableaux qui tiennent? C'est-à-dire que ça, pourquoi faire des tableaux qui durent dans le temps? Tout à fait. J'ai commencé avec Jean-Baptiste qui m'a donné une très bonne... Je ne sais pas si tu te souviens de la réponse que tu m'avais donnée. Non, mais j'en ai une autre en gros, à donner. Est-ce que c'était pour des raisons mégalomanes, c'est-à-dire durer dans le temps et que ton nom soit en lettres de feu au-dessus des musées, ou pour des raisons commerciales où il faut que le client soit content? Merci pour la perche. Non, moi j'ai pas envie que dans 25 ans on m'appelle pour me dire viens retoucher un truc, etc. Donc ça, c'est déjà... Mais c'est aussi que comme... l'autre réponse que j'étais en train de préparer, c'est que comme moi j'attends que le camion arrive avec les châssis, avec les pinceaux neufs, avec les tubes tout propres, tout bien mélangés en laboratoire et tout, en fait j'ai pas de problème technique. Parce que j'ai limité les risques. Voilà. Et tant que j'étais étudiant et que j'achetais des draps et que je les tendais et que je faisais de la colle de peau n'importe comment et que sur des châssis en sapin qui venaient d'être coupés, etc. Évidemment, les trucs maintenant, quand je retrouve ça au fond de mon atelier, en général, ça se passe mal, quoi. Alors, on va quand même approfondir pour être un peu honnête. Ta tambouille, non, mais il y a un peu de cuisine. Tu travailles quand même avec de la cire. C'est vraiment de la cuisine, mais par nécessité. Oui. Mais alors donc ça m'intéresse par nécessité. C'est-à-dire la nécessité alors. La nécessité sur cette série-là seulement d'ailleurs, mais c'est que. Chef-d'œuvre, très beau tableau. Merci beaucoup. J'adore. J'en voudrais un chez moi. Offrez-moi ça pour Noël, s'il vous plaît. Nickel. En fait, c'est des tableaux qui sont faits avec une multitude de couches, avec des traits répétés, des lignes de traits juxtaposées. Et ça s'est avéré très important que la surface soit absolument identique partout, dans les coins, au milieu, que ce soit comme de la tapisserie quasiment. Peut-être juste préciser quelque chose, c'est que on s'en rend peut-être pas compte, mais chaque couleur a des caractéristiques physico-chimiques différentes. C'est-à-dire qu'il y a des couleurs qui sont plus ou moins denses, il y a des couleurs qui sont plus ou moins brillantes, et donc là il y avait une question d'homogénéisation. Oui, non, c'est ça. C'est-à-dire que selon les pigments, les jaunes ont tendance à, surtout que je travaille sorti du tube, donc avec juste un tout petit peu de diluant, j'enrichis pas d'huile, etc. Et donc les jaunes vont sécher brillants, et puis les rouges très mat, en gros vert et bleu très mat. Et en fait, ça me dérangeait beaucoup parce que ça faisait une surface qui n'était pas... c'est-à-dire que ça faisait que des plans avançaient et reculaient, ce qui était vraiment l'inverse de ce que je cherchais à faire dans ces tableaux-là. Et du coup, j'ai rajouté petit à petit, en essayant des médiums, donc de la cire froide, pour satiner ou matifier tout. Et puis, je me suis rendu compte que ça rendait la peinture un peu trop fragile. Et donc, j'ai trouvé une résine alkyd, mate, thixotropique, que je dois aller acheter à Londres, parce que j'ai pas trouvé d'autres qui étaient comme ça. Tu vas l'acheter à Londres ou tu te fais livrer? Parce que maintenant, il y a des taxes. Ouais, non, mais j'y vais. Ouais. Et je les cache enfin bref. Mais je suis très économe en matière, donc j'ai pas besoin de beaucoup. Mais ça, enfin, j'arrête après, mais typiquement, c'est un truc de technique. Genre, c'est pas que ça m'intéressait en soi, mais c'est juste que le résultat que je voulais obtenir. Mais bon, ça, je crois qu'on est aussi tous d'accord là-dessus. Je pense que il y a une part de... On s'organise le temps qu'on passe, effectivement, le temps qu'on peut passer à préparer des supports, des trucs. Enfin, ça crée un attachement, mais... Ce qui m'intéressait, c'est que ta nécessité, en tout cas ta nécessité qui devenait une nécessité technique, c'était aussi une partie d'un désir d'avoir un résultat, quoi. Donc il y a quand même ce truc-là de jouer avec la matière pour la rendre... Oui, mais comme d'habitude, c'est venu aussi en regardant ce que j'étais en train de faire. Bien sûr. C'est pas a priori, quoi. Oui. C'est trouver une solution technique à un problème. Mais ça, est-ce qu'on fait les choses en les pensant avant, ça s'appelle une école d'art, ou on les fait en les faisant, et ça s'appelle la vie. Mais ouais, ça, c'est bon. Damien, toi, ton rapport à la technique comme ça, alors, parce que toi, pareil, tu as nécessité, on pourrait dire, figurative, ou de gourmandise, ou de rendu, ou de rapport aux anciens, parce que voilà, tu joues ce jeu-là. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à pousser comme ça les choses dans ta peinture, à creuser ton sillon Au début, cette technique de peinture, c'est pas la mienne. Enfin, comme je suis au service de l'image
Et j'ai construit tout ça en étant fasciné par ce que je voyais dans les musées d'art ancien. Enfin, je ne vais pas non plus commencer à faire la généalogie de... C'est important, parce que toi, tu t'inscris dans une continuité. Ouais, c'est ça. Enfin, ce rapport à la peinture à l'huile, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse pour sa chimie aussi, pour ce que ça porte aussi d'un point de vue sémantique. Enfin, cette inscription dans une histoire, c'est aussi... je trouve ça aussi intéressant, finalement, de penser à cette filiation qu'il peut y avoir avec... Et ça t'arrive de lire des vieux livres et des choses comme ça ou pas, des livres techniques de, je sais pas, de Pacheco, c'est comme ça maître que j'ai appris. Ouais. C'est pas au Beaux-Arts, c'est plus en allant regarder les musées et puis en revenir à notre petit clivage, Florence, le problème quand tu parlais du fait qu'il y avait une convention, des choses comme ça, le fait est que la convention elle-même n'existe plus. Donc d'un coup, même ceux qui voudraient être convenus, en fait, il n'y a pas de structure qui les tient. Donc c'est pas, voilà, en gros, on pourrait dire que la liberté est totale parce qu'il n'y a pas de point. Mais voilà, je reviens. Oui, donc. Après, c'est des compromis en fait avec cette espèce de liberté justement, qui veut qu'il y ait de l'accident, et puis aussi c'est un désir de 3D, qui est aussi une certaine sensualité dans la touche, que ce soit aussi beau de près. Enfin, c'est aussi des accommodements avec moi-même et aussi avec mes capacités techniques, mon impatience, le temps qui passe. Enfin, le tableau il contient tout ça aussi, donc il y a aussi une urgence dans la peinture qui fait qu'à un moment, il ne faut pas non plus trop pinailler, il faut un peu lâcher le tableau. Et puis lâcher la touche, aussi, ça amène aussi du vivant, qui est un peu de chaos dans la touche, dans la façon de peindre. Et toi, justement, c'est pas très analytique, même ma façon de peindre. Ta touche, on pourrait dire qu'elle n'est pas sortie du tube, puisqu'il y a quand même cet effet de matière floue, cette touche floue, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est une façon de peindre qui considère les peintures d'à côté. Enfin, c'est pas des aplats, c'est pas un travail de zone. C'est un travail presque de sculpture, on pourrait dire. Enfin, ça m'intéresse aussi qu'il y ait cette tridimensionnalité dans le sujet. Donc déjà, on voit que ta palette, elle est pas très... Donc déjà, tu as une palette très classique dans le sens où il y a très peu de couleurs. Ouais, c'est ce qu'on appelle une palette restreinte. Enfin, celle-là, elle est quand même assez restreinte. Recommandable. Disons qu'on prend les couleurs primaires, en gros, et puis on fait un chaud, un froid par couleur. Et avec ça, on rajoute un peu de vert émeraude, parce que c'est une couleur qu'on ne peut pas recréer par mélange. Et puis, moi, je m'accommode avec un peu de brun Van Dyck, et puis aussi un peu de bleu de Prusse, qui permet de faire des noirs plus ou moins chauds. Enfin, ça reste aussi la cuisine, mais ça permet en tout cas avec ça d'aller absolument partout. Image suivante, s'il te plaît. Encore. Ouais, voilà, donc là, il y a les petits pinceaux. Voilà. Et là, donc, toi, tu mettais les bords, les couleurs. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est très peu de choses pour avoir plein de couleurs, quand même. Quoi. Voilà. Okay. On apprend à peindre comme... Enfin, en tout cas, moi, j'ai appris à peindre avec cette palette-là. C'était vraiment... j'étais même pas à l'école, c'était vraiment quand j'étais très très jeune. C'est pas la peinture à l'huile et la peinture générale. C'était, comme tu as dit, couleur primaire. Limite, le blanc, on n'avait peut-être pas le droit. Ou c'était le noir, je sais plus. Un brun Van Dyck et un vert et max une autre en plus, quoi. C'était vraiment une palette restreinte. Donc là, on va rebondir, Christine, sur le fait de retoucher ces tableaux. Parce que, oui, on a loupé cette conversation. Je reviens. La conversation de est-ce qu'il faut que ça dure. C'est lui qui nous a planté, je m'en souviens. La conversation de est-ce qu'on fait des chefs-d'œuvre, est-ce qu'on fait des tableaux pour que ça dure dans le temps, ou est-ce qu'on fait des tableaux pour soi-même, comme disait Iman tout à l'heure. Je pense que c'est un peu un mélange des deux. Toi, tu m'as raconté que tes collectionneurs, c'était plutôt eux les problèmes avec tes peintures. Je n'ai pas envie de les... Non, mais... non, excuse-moi, je te l'ai introduit comme ça. En vrai, c'est vrai que ma préparation est très fragile, mais elle tient. Sauf si quelqu'un fait tomber la toile. Et là, récemment, sur 7 ans, on m'a quand même beaucoup contacté pour me dire « Ah oui, j'ai fait tomber ma peinture et il y a un coin qui s'est cassé ». Et vu que je suis vivante et gentille, je leur dis oui, bien sûr. Et tu viens de le dire à tout le monde, ce qui fait que tu en as encore plus. En vrai, c'est vrai. Je suis là. Si je peux le faire et que je suis pas que les gens vivent pas loin ou que je suis disponible, je peux le faire. Je mets juste un peu de couleur en plus, mais je peux pas remettre de la matière de préparation. Mais en tout cas, pour toi, c'est important que ça dure dans le temps, que ça soit un objet qui je sais pas si c'est tienne important. techniquement. En vrai, je pense que je peindrais pas sur cette surface-là si c'était important. Parce que tellement, on m'a beaucoup dit ça tient pas, ça va se casser, ça va s'effriter, je sais pas quoi. C'est moins souple, on va dire que la souple. C'est moins souple au final si c'est bien dosé et bien conservé. Donc ça coûte très cher pour que ça soit dans une banque ou dans un musée. Mais bien dans le sens, ne pas le mettre genre. T'es condamné à ça, quoi. Ne pas la mettre là et que quelqu'un fasse un faux mouvement et que ça tombe. En vrai, moi j'y crois. J'ai des toiles d'il y a 10 ans qui tiennent. 10 ans étant un peu une règle pour que 90% des problèmes se tombent dans les 10 premières années. Non, mais c'est vrai. Je sais pas. Non, mais c'est connu en restauration de peinture. Ouais. Moi j'y crois. Donc
je mets un peu de miel maintenant dedans aussi, parce que ça soi-disant, jamais. ça aide à Acacia. Voilà. Je mets un peu de viande en plus, on sait Un peu de jamais. néonicotinoïdes. Mais c'est une technique, c'est que c'est un conservateur, enfin c'est un restaurateur qui a dit ça à un ami qui a aussi la même préparation. Qui Pour vous dire à quel point c'est traditionnel dans la France, la technique. Colle de peau de lapin, miel. Un conservateur qui a dit ça. Le noir au bitume, il y a quelques siècles, il y a un conservateur qui a fait mettez du noir au bitume partout. Oui, ça va être c'est sympa. intéressant. Il y a Autodix par exemple qui a fait un livre de technique de la peinture qui est super, sauf qu'il passe son temps à dire faut vraiment le bitume comme surface c'est génial. Et comme je ne sais pas si vous savez, mais le bitume c'est du pétrole, donc ça ne sèche pas et donc ça remonte comme ça dans le tableau. Donc il y a évidemment le grand exemple, c'est le radeau d'Amédus de Géricault, mais il y a aussi deux peintres que je trouve géniaux et qui ont vraiment été détruits par ça, c'est Gustave Doré et Prudhon. Prudhon c'est encore pire parce que Gustave Doré au moins il avait les gravures, mais en gros c'est deux peintres qui ont presque plus d'œuvres maintenant, quoi. Donc ça compte quand même de tenir. Sachant que c'est pour consoler tout le monde, Delacroix a été restauré de son vivant 4 ans après pour la mort de Sardanapalm, quoi. Voilà. Donc c'était pas non plus un très bon technicien. Iman, toi, c'est vraiment quand tu dis que tu as envie de le faire et que c'est pas grave si ça tient pas et tout ça, tu fais quand même des grosses peintures bien solides, des bons bouts de bois pour les avoir portés pendant le jour des peintres. C'est quand même un certain poids et une certaine densité. J'arrive pas à croire que c'est des petites choses fragiles que tu t'en fiches en fait, pour le geste, quoi. Par hasard, parce que la peinture que j'utilise, elle est faite pour durer de toute façon, et le bois, c'est du bois, donc ça bouge pas. Donc, par défaut, c'est censé tenir. Après. Ah, t'as pas d'angoisse, par exemple? Moi, je pourrais avoir une angoisse par rapport à l'acrylique qui est que ça pourrait se décoller du bois. Désolé. Mais en fait, c'est de la peinture qui est faite pour peindre sur du bois. Donc, c'est fait pour accrocher de toute façon. Ça va, alors. Ouais, mais... Et il y a tellement de couches de toute façon. J'aurais plus peur de la stabilité des pigments. Parce Ah que... ouais. En fait, j'ai des peintures qui datent d'il y a 15 ans et qui sont toujours pareilles. Mais en vrai, moi, en fait, je pense que si un acheteur achète mes peintures, ça fait partie du jeu aussi, je pense. Notre travail. Donc, Comment? C'est plus notre travail, Ah après, oui, c'est c'est ça, le après, travail de restauration. Chacun sa merde. Ok, Voilà, sympa. Il achète de la poésie et la poésie, ça. c'est une forme de fragilité. Voilà. Puis il faut donner du travail au restaurateur. Non, mais d'un coup, on peut être protégé par la valeur des œuvres aussi. C'est un vrai sujet. Enfin bon, voilà. Et Florence, ton rapport à traverser le temps comme ça. Alors, moi, je pense que tous les artistes... Qu'on peut voir ton tableau qui a été fait avec des tapettes à mouches. Ah oui, en train, il n'est pas fini. C'est Hein. celui-là, voilà. Ouais. Voilà. Voilà. Vous voyez, le fond vert, c'était avec des tapettes à mouches comme ça. Alors, c'est dessus, il y a... Moi, j'utilise plus Photoshop. Des fois, j'ai pas d'idée à l'atelier. J'utilise mon doigt sur l'iPhone. Et Alors je ça, c'est un petit sujet important. Ouais, voilà. Des essais. Le action, si tu peux nous en parler. Ah oui, alors Action. Alors moi, quand je n'ai plus d'idées, je n'attends pas que le camion arrive. Je vais chez Action. Parce Action, c'est un magasin Action, voilà, très populaire. généraliste. Voilà, c'est pas cher. Et là, d'un seul coup... Je rentre, je suis la femme de 50 ans qui va faire le ménage et je sors, je suis une peintre qui a refait toute l'histoire de l'art, je lave les vitres, je fais du dropping, je prends une tapette à mouche et voilà. Ça me donne énormément de désir de peindre, de travailler, de faire des empreintes, d'expérimenter. Et voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc les outils t'excitent, on pourrait dire. Carrément. Non mais c'est intéressant, Carrément. non, mais ça donne envie. Et alors il y a aussi des choses par rapport aux automobiles. Pour une fois que je suis assez pur. Non mais il y a quand même c'est intéressant parce que quand toi c'était par nécessité. C'est le camion. Non, on va pas partir là-dedans. Mais par contre, non, mais par nécessité, tu as trouvé des choses, t'as trouvé des questions techniques. Toi, pour que ça te donne envie de peindre, bah, tu as l'outil qui va t'aider à... Oui, en ce moment, c'est ça. Ouais. Après, je pense que tous les artistes sont quelque part angoissés que leur travail craquelle, ou voilà. Mais ça s'apprend de ne plus être angoissé de ça. Ça fait aussi partie, je pense, de se dire, tant pis, c'est pas grave, c'est une forme de poésie. C'est une forme de poésie, que ça vive, que c'est une naissance, une mort, que ça soit réparé. Un artiste qui répare une œuvre, je trouve ça magnifique. Et c'est ce qui fait qu'une œuvre est unique. Et il n'y a que des artistes qui réparent leur œuvre. Ok. Damien, vas-y. Non, mais je pensais à Art Paris il y a quelques temps. Ouais. Et j'ai une peinture qui a été exposée. En fait, je finis toujours mes peintures la nuit d'avant qu'elles partent. C'est pas vrai, là, on fait une expo ensemble. Toi, t'as déjà fini, moi, j'ai pas fini. Ouais. C'est une autre histoire. Ouais. Mais celle-ci, je l'ai finie vraiment dernière minute. Et elle est partie, elle venait juste d'être sèche. Et je l'ai vue donc 2 semaines plus tard. Et il y a une partie de bleu qui a complètement craqué. Enfin, un truc. Je ne saurais pas comment expliquer. C'est magnifique en fait. On dirait que la peinture a gelé
un peu. Et ça a fait un effet que j'avais pas du tout prévu. C'est Et je suis super contente que ça l'ait fait. Donc, voilà. Et quand même, toi, tu utilises tout le temps... Parce que là, on a vu que Damien utilisait souvent les mêmes pigments, parce qu'encore une fois, les pigments, c'est aussi un danger. Hein. Donc, on pense à Van Gogh, par exemple. Van Gogh, il a utilisé tous les pigments nouveaux qui sortaient, industriels et tout ça. D'un coup, ces jaunes sont devenus roses. Des fois, des roses sont devenus bleus. Enfin bon, ça a changé. Quelqu'un comme Paul Cézanne, qui était beaucoup plus, on va dire, réactionnaire ou je sais pas quoi, bah, lui, il n'avait pas bougé sa palette, à part justement le vert émeraude, voilà, qui était tout nouveau. Voilà. Mais toi, les couleurs, t'as les mêmes couleurs ou Justement, c'est drôle parce que moi, j'ai pas eu du tout. En fait, j'ai commencé à peindre avant d'apprendre la technique. Donc oui, j'ai appris les techniques de peinture à l'huile. J'ai appris aussi comment préparer un format. Mais moi, ça m'intéresse pas, donc je suis revenue à ma pratique. Et c'est drôle quand tu montrais ta palette. En fait, la mienne est exactement la même, alors que je suis venue à ça toute seule, en fait. Mais c'est les bases de la peinture dans un sens. Parce que toi, t'as des petits verres comme ça. Bah ouais, mais moi, je fais tous mes mélanges moi-même. Donc Okay. je pars de couleurs primaires aussi, dont un espèce de vert émeraude, de vert piscine que j'ajoute parce qu'on peut pas trouver autrement. Et je fais tous mes mélanges moi-même. Donc c'est super intéressant qu'on arrive à un résultat complètement différent en partant un peu de la même base. Et on va parler des outils, quand on parle sur les outils, moi j'aimerais bien parler des pinceaux un petit peu, parce que, encore une fois, c'est la manière d'appliquer le tableau, la manière d'appliquer sur la toile change aussi le rendu. Et encore une fois, le rendu, c'est il n'y a que ça, hein, malheureusement, c'est vraiment très cruel comme métier. Je pensais à toi, encore une fois, Jean-Baptiste, avec ton rapport au pinceau, qui est un rapport un petit peu comme le camion, distant et... ouais. J'aime bien quand tu parles des pinceaux comme ça. Oui, bah comment dire. Non, mais je sais que ça. C'est surtout. Scoop. Elle a cru que c'était son meuble, c'était le tien. Je t'en prie, le pinceau. Non, je sais que ça te fascine. Ouais. Moi, c'est pareil, c'est vraiment. En fait, t'es obligé d'être répétitif quand même. T'es obligé d'avoir un rapport. Ouais. Encore une fois, t'as une matière particulière où t'arrives à faire 50 tableaux qui viennent du camion. Voilà, on les voit. Ouais. Faut quand même avoir une touche qui se répète. Quoi. Je sais pas si t'as des tendinites ou des choses comme ça après. Si, mais ça arrive, ouais. Ouais. Pas mal. Non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que ce truc du pinceau, parce que je peins un peu en deux biais. Voilà. Donc je dépose la peinture sur le côté de la brosse, ce qui me permet déjà de voir ce que je fais parce que j'ai pas le pinceau devant, je sais pas. Et en fait, je crois que ça c'est pas venu au début de cette série qui était beaucoup plus liquide avant, mais en rajoutant un peu de cire et un peu de résine, je me suis retrouvé avec une pâte beaucoup plus collante. Et du coup, en fait, si on voyait des détails de très 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 près de ces tableaux-là, on dirait du pastel quasiment, parce que la dépose est vraiment très légère, ce qui fait qu'on garde le grain de la toile quasiment couche après couche. Donc ça... Mais en tout cas, j'ai aucune maîtrise là pour le coup, à nouveau. Non, mais t'as une maîtrise, c'est pas de une tendinite, t'as une maîtrise. Non, mais je veux dire. Non, si j'avais de la maîtrise. Non, mais c'est un bon argument. Non, mais c'est-à-dire que le geste est quand même toujours continu, il est très méditatif, il est très répétitif, donc tu peux pas dire que. Je peux répondre de plusieurs façons. Non, ce que j'essaye surtout, c'est de pas avoir d'empreinte singulière. Ouais, de t'effacer. Mon coup de brosse, il essaye d'être le moins lisible possible, comme un truc que physiquement j'aurais fait, quoi. Et alors, de la même manière, ça c'est pour un peu approfondir les histoires, c'est donc pour dire quand même que c'est pas singulier, mais c'est quand même très personnel. Et quand je t'ai demandé une chose qui t'agaçait chez les autres techniquement et tout ça, tu m'as sorti quelque chose qui moi ne m'agace pas du tout, donc je trouve ça marrant que tu n'entends pas. Les poils de pinceau dans les tableaux, ouais. Voilà, c'est-à-dire que la qualité de surface des tableaux, c'est vraiment important pour toi, et donc tu supportes pas quand il y a un petit poil qui dépasse. Ouais, je trouve que là pour le coup, ça c'est vraiment soit de la négligence, soit du romantisme. Ouais, non, il y a un côté, j'en ai rien à foutre, etc. Ouais. Et bizarrement, avec ce que je fais, et je peux en faire 250 en 10 jours, etc., c'est ultra important pour moi. Parce que je veux que quand on soit à 3 cm, en fait, on soit pas... une fois de plus, je me demande si c'est pas que moi, je veux pas être là entre les gens qui regardent les tableaux et les tableaux. Et oui, il y aura un truc trop humain, avoir une faiblesse, quoi. Ouais. Et les bords, pareil, c'est important. Ouais. Ça, c'est aussi une question de... Oui, et les bords, c'est un peu... Comment gérer les bords, c'est un vrai sujet. Oui, j'aime pas... On fera un débat, le 4e débat de la DGP sera ça, les bords. Ouais. Le débat va durer 4 heures, ok. On va approfondir un peu les choses.
Ouais. Et donc, Non, mais du coup, par exemple, les bords ce sera pour une autre discussion. Mais par exemple, moi, je touche beaucoup mes tableaux une fois qu'ils sont secs, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Parce qu'il y a plein de poils que je vois pas, comme tout le monde. Mais donc, vraiment, Tu les enlèves comment, tes poils? Avec comme un scalpel? Non, mais comme j'ai une couche picturale très fine, voilà. je peux les rouler comme ça. Et ça m'arrive de devoir faire des retouches. Hein, Alors, je pense que là, c'est un petit moment de jouissance. Je pense que tous les artistes font ça, soit avec le doigt, avec un scalpel, et que, en fait, on adore enlever le petit poil qui est collé dans la peinture. C'est une souffrance, tu les laisses, toi. Non, Pas moi. c'est une souffrance, non, toi, Iman, toi, t'es un peu comme moi. Nous, on fait des poches dessus, on fait des matières aussi très visqueuses et tout ça, donc c'est très très dur à enlever. Puis moi, je travaille à l'horizontale, donc si je travaille pas 2 jours, il y a de la poussière qui s'est mise dessus, donc je vais pas passer mon temps à pousser. C'est un cauchemar. Non, tu pourrais faire comme Dick Boots, par exemple, tu pourrais couvrir ton tableau à chaque fois, parce que ça sèche vite. Mais c'est trop... Bah, tu mets un drap. Dick Boots, il avait Mais c'est pas ça que des fois ça met 3 salle jours. complètement presque une salle blanche pour pouvoir peindre ses tableaux, tout ça au XVe siècle. Hein, donc parfois ça met 3 jours à sécher, donc ça fait partie du travail. Il faut que ça sèche hors poussière, comme on dit. Tu peux te faire une espèce de une chambre, oh là là. Comme Richter, quand c'est son documentaire. Toi, t'avais des choses. Toi, on a vu que ton peinture était très propre. Ouais, bah voilà, c'est mort. Laisse tomber, quoi. Ouais, voilà, moi, j'ai pas de lapin. Je vais à un lapin d'atelier, je me suis dit non, mais en plus, je vais avoir des poils en plus. Super, quoi. Et Christine, toi, t'as un rapport. Toi, des fois, il y a des poils longs même. Hein. Moi, c'est mes cheveux, je crois. Quoi? Moi, c'est mes cheveux, peut-être. Ah oui, oui. Oui, moi, il y a des cheveux, des poils. Mais je les enlève, en fait, normalement. Mais sauf si c'est trop dans la préparation. Pareil, ça fait une sorte de marque, si je l'arrache. Puis même en pure mégalomanie, d'un coup, on peut prendre ton cheveu et après te cloner. Et c'est trop bien. Mais il n'y a pas encore les poils de mon chien, parce qu'elle n'a pas grandi dans l'atelier. Et le rapport au pinceau, tu as des pinceaux spéciaux? J'aimerais bien. Je ne suis pas du tout soigneuse avec les objets, malheureusement. Donc ça, tu les laisses sécher, tout ça, c'est l'enfer. Là, j'aurais dû les laver, je ne les ai pas lavés, par exemple. Voilà. Ok. Mais j'aimerais bien. Mais du coup, j'ai des J'essaie d'être neutre, mais ça hurle dans moi. Pardon. Mais j'essaye de les utiliser jusqu'à ce que je puisse les utiliser, et après je sais que chaque pinceau me donne une manière une densité différente et va prendre le pigment d'une manière différente, être appliqué d'une manière différente aussi. Donc, mais toi, il y a un rapport à l'accident, encore une fois, parce que là, pour le coup, ça se joue entre t'as la matière que tu as préparée, qui est déjà spécialement... Il y a vraiment un entre-deux, c'est vraiment une sorte de... Je sais ce que je veux faire, en même temps pas tant que ça, et parfois je suis surprise aussi par ce que je fais. Je me dis, c'est bon, je laisse comme ça. Donc c'est des toiles un peu abstraites, on va dire. T'as déjà essayé de peindre à la tapette à mouche ou pas? Non. Non, mais, tu pourrais le faire ou pas? le max, c'est un vrai sujet. Non, mais c'est un vrai sujet. Le max, moi, c'est le sopalin. Parfois, je peux prendre un mouchoir et effacer. C'est le max que j'ai fait. C'est le fameux truc de Léonard de Vinci avec il s'énerve. Mais sinon, je grave dans la préparation de la toile avant que ça sèche. Je grave avec le dos du pinceau ou avec une des clés de châssis qui tombe. Je prends un truc juste avec un bout pointu et je peux graver dans la toile. Moi, je suis comme Christine. Moi, c'est vraiment le truc que je ne peux pas faire, c'est nettoyer mes pinceaux. Pour moi, c'est le summum de. J'ai pas de temps. Voilà, pour ça, ça m'intéresse pas. Et donc, des fois, mes pinceaux sont secs, tout secs. Donc, je prends comme toi, le manche du pinceau et je peins avec. Et ça crée des choses intéressantes. Damien, ton rapport au pinceau? Les outils, ça m'irrite plus qu'autre chose personnellement. Mais c'est parce que tu connais pas encore les Rosemary Brush que je t'ai conseillé. Il faut que j'essaie ces pinceaux. Nathan, il en a acheté plein. Pardon, vraiment, il fait des commandes sur ce site. Ah oui, mais je suis obligé de faire des pubs pour Rosemary Brush pour qu'ils arrivent en France et qu'on n'en parle plus, parce que j'en ai trop marre de payer des taxes en Angleterre, justement. Ouais. Non, le tableau, quand il est en cours, il faut le nourrir, il faut le charger en peinture. Donc, il faut effectivement le bon pinceau, au bon moment, le poil dur, le poil court. Peut-être tu peux nous raconter comment tu fais monter justement le tableau, parce que c'est pas une chose qui est forcément évidente, c'est que c'est par masse. Non, c'est pas peint à la prima, comme on dit, c'est pas en une séance. Donc à la prima, c'est en une couche. Il y a beaucoup de gens qui peignent comme ça. Donc tout à fait, il y a différentes méthodes et il n'y en a pas. Toi, c'est comme si tu peignais en profondeur, quoi. Ça monte. Oui, c'est ça, je commence par une couche assez chaotique et puis ensuite je viens affiner, donc je commence avec des pinceaux assez grossiers, assez secs, assez dur, de caler le tableau, de le placer. Donc un peu dur, un peu. Je voudrais que tu racontes un peu la sensualité que c'est, parce que c'est déjà c'est plutôt en jus quand même au départ. Okay. Donc, je veux que le tableau il soit là, je veux pouvoir le voir.
pouvoir me projeter dedans, pouvoir l'imaginer, pouvoir Donc c'est un peu comme une masse. en rêver, quoi, finalement. J'ai envie de dire que c'est comme un JPEG flou qui devient de plus en plus net. Ouais, c'est ça. Et en même temps avec du gras. Il y a toujours ce truc du gras. Ça, j'essaie d'être un peu pédagogue. Non, parce que c'est un truc que les gens ils n'ont pas forcément en tête, c'est le fait que le résultat monte comme ça, que le tableau monte, quoi. Ouais, il y a il y a des étapes qui sont vraiment très ingrates même. Enfin, on a l'impression comme ça. On prend un risque de nul. Ça, c'est un problème d'école d'art, je trouve, c'est que comme tout le monde regarde le tableau de tout le monde veut aller au résultat trop vite, quoi. Alors que. Ah, c'est un enfer les écoles d'art pour ça. Ouais. Christine aussi. J'ai une question, moi, Damien. Le paradis des peintres. Damien, tu rêves du résultat, et donc tu arrêtes le tableau quand c'est au plus proche de ce que tu as rêvé? Non, enfin, j'ai pas beaucoup de contrôle non plus sur le tableau. Enfin, justement, ça m'intéresse tout ce que tu disais sur le ratage, parce que je fais comme je peux avec l'image. C'est un peu comme dirait Van Eyck. La technique, c'est ma technique, mais disons qu'elle n'est pas complète, quoi. Enfin, encore une fois, c'est un accommodement avec la maladresse, avec l'impatience et tout ça. À un moment, le tableau, je peins, il ne se passe plus rien, ça veut dire qu'il est terminé, mais c'est un peu une sorte de fin par défaut, quoi. Donc c'est un truc un peu pénible. Donc là, il faut juste arriver à prendre du recul pour pouvoir un peu kiffer sa vie de peintre quand même à un moment. Il y a peut-être une différence entre vous aussi, c'est que Iman et Damien, vous avez quand même une structure au départ que n'ont pas les trois autres. C'est-à-dire que toi, tu pars en après-photo quand même. Donc c'est ça. C'est un truc dans les apparences, il y a eu beaucoup de sujets là-dessus, sur le fait qu'on peut vous reprocher aux gens qui peignaient d'après-photo d'avoir déjà un résultat qui était là. Est-ce que tu peux essayer de toucher du doigt qu'est-ce que la différence entre alors pourquoi tu n'as pas pris une photo puis voilà ça suffit, quoi. Voilà. C'est une question qu'on m'a posée 1 milliard de fois dans ma vie, mais voilà pourquoi tu c'est là que ça se passe. C'est toute cette métamorphose de l'image qui est juste un indice, qui est juste un point de départ. Mais après, même si on projette une image sur un tableau, on en fait le contour absolument parfait, la première couche de peinture, et cette espèce de trame a déjà disparu, on est dans la peinture. Et après, il y a un process qui se fait, c'est une matière qu'on ne peut pas maîtriser, c'est quelque chose il y a un truc un peu magique avec la peinture qui fait que et là, aujourd'hui, il y a une part qui nous échappe, c'est ça aussi qui est intéressant. Et là aujourd'hui quand tu peins, tu fais à peu près 6 couches, c'est ça tu m'avais dit? Oui, ça dépend des tableaux, ça dépend de mon état de Il faut dire que chaque surface a été retravaillée 6 fois, quoi. Ouais, il y a des transparences et puis effectivement il y a beaucoup de ratés aussi. Enfin, la technique elle est approximative, donc il y a aussi beaucoup de retouches, il y a des valeurs, enfin des tonalités qui sont parfois pas les bonnes. Tu peux nous en parler des tonalités, tout ça? Ouais, 2 secondes et demie, c'est ton tips. Attention, alerte tips Damien Cadio. C'est une vraie difficulté de la peinture quand elle est en cours, justement, d'arriver à gérer à la fois tous les ingrédients de la peinture, qui sont donc il y a la couleur, la tonalité, le dessin. C'est quoi la tonalité? Les valeurs. Alors, la tonalité, le plus ou moins foncé. Tonalité, valeur, voilà. Vous voyez ça sur Photoshop, c'est du noir au blanc, quoi. En fait, c'est la densité qu'il y a de sombre ou de clair. C'est ça la tonalité. C'est ça. Voilà. Et s'ajoute à ça la transparence de l'huile, qui est aussi une vraie qu'on pourrait appeler ça la densité, c'est-à-dire plus 1 kg de rouge, ça sera toujours plus rouge que 20 grammes de rouge, quoi. Voilà. Même si c'est la même surface. Et puis après tout le subjectif. Moi aussi, j'aime aussi quand la peinture elle a une certaine surface, quoi. Matière même de la surface. Matière même. La sensualité de la peinture. Il y a quelque chose de très très doux, quoi. Bon. Il y a une tendresse dans la peinture. C'est ça que j'ai aussi envie de. Le pinceau, c'est des poils doux, quoi. Ça, tu m'avais dit que tu commençais par des pinceaux un peu durs qu'on a vu la Textura et que tu finissais un petit peu au Kevrin, c'est ça? Ouais, c'est ça, des poils plutôt de. Et donc là, encore une fois, c'est une question de tradition, mais il reprend un peu la tradition. C'est Delacroix qui disait ça. C'est on commence par battre le tableau pour finir par le caresser, quoi. Voilà. Christine, toi, tu as le droit aux plusieurs couches ou pas? Alors comment tu gères ça? Oui. Parfois, il y a un nombre. Je ne sais même pas combien de couches de peinture. Tu rates jamais, en fait. Tu peux pas par-dessus. Non, mais c'est parce que justement, vu que je pars pas d'une image. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc parfois j'ai une idée qui est là et après ça va changer en peignant. Et parfois l'image première reste et parfois ça devient totalement autre chose. Et quand tu prends plusieurs tableaux en même temps et tout ça, c'est vraiment tu as préparé la couleur du jour et d'un coup tu fais j'en prépare pas qu'une par jour. Ouais. Mais par exemple ce matin j'ai fait un bleu azurite. Et vu que comment ça pète? Ouais. Non, mais c'est un bleu que je découvre. C'est un pigment que j'ai commandé qui a une grande valeur et du coup je fais attention où je le mets. C'est une grande valeur qui coûte cher? Ouais. Ah, ok. Donc j'ai ça, quoi.
Mais du coup, je le prépare comme je peux. Je pense que je l'utilise pas non plus très très bien, mais je l'utilise. C'est un petit plaisir, on va dire. Mais, Et toi, d'un coup, justement, il y a une charge affective différente avec ce bleu, parce que d'un coup, c'est un risque économique. Je me rappelle, j'avais demandé, on était en Italie. Je pense à Nina Childress qui utilise beaucoup de peinture phosphorescente et tout ça, et qui adore ça parce que ça coûte de l'argent. Elle adore dépenser de l'argent comme ça sur les tableaux. Il y a un côté dépense comme ça qui l'excite un peu. En vrai, c'est une des dépenses. On se dit, vu que c'est pour le travail, c'est un peu plus facile de se dire, bon, vu que c'est pour la peinture, j'essaye de, si je peux, de prendre un pigment dont je sais j'aurais besoin. Mais là, je trouve ça un peu économiquement faux parce que tu vas pas vendre le tableau plus cher. Alors qu'à l'époque, par exemple au XVe siècle, tu pouvais vendre un tableau plus cher parce qu'il y avait plus de bleu, il y avait du bleu justement qui coûtait très cher. Et on négociait la portion de bleu qu'il y avait sur le tableau. Ouais. En tout cas, ce bleu, moi, c'est un souvenir d'Italie où j'avais demandé à Nathan, qui est mon copain, qui s'y connaît beaucoup plus que moi en pigments, qu'est-ce que je peux avoir maintenant pour avoir le même bleu que les bleus de Bellini, par exemple. Il m'a dit, je pense que c'était de l'azurite. Maintenant, on peut pas en trouver en tube, il n'y en a pas. Vu que je travaille avec des pigments, j'ai pu en trouver sur un site. Nathan, il peut aller chercher les cailloux pour les broyer lui-même. Il a essayé. Il y a des terres qu'on peut faire. Il a fait des terres comme ça. Okay. Iman, toi, tu as ce truc-là de recherche. Est-ce que tu inventes dans ta technique? Est-ce que ça évolue tout seul ou est-ce que tu... J'ai l'impression que ça évolue. Ça évolue quand même pas mal. Ouais, ça évolue énormément et c'est un peu ça l'intérêt parce que j'ai du mal. Enfin, j'aurais du mal à faire. Enfin, déjà, mes peintures prennent beaucoup de temps à faire. Ça prend du début à la fin, ça prend 2 à 3 mois à faire. Donc, je passe beaucoup de temps dessus. Et justement, je pense que ça évolue beaucoup parce que justement, une peinture, c'est un investissement et des recherches. Et quand je l'ai terminée, j'ai pas spécialement envie de continuer dans la même veine et j'ai envie de partir sur autre chose. Et je trouve que le changement, il est plus lent. Enfin, on le voit pas du premier coup, mais quand on regarde dans la durée, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de changements d'une peinture à l'autre. Et t'as pas l'impression qu'il y a aussi une économie qui t'arrive à faire? C'est-à-dire que comme justement t'as fait beaucoup de tableaux, t'en as fait quand même pas, t'en as pas fait tant que ça d'ailleurs, mais t'en as fait quand même un peu. T'as une facilité, t'en fais peut-être moins des fois. D'un coup, j'ai l'impression que c'est moins. Je pense à une expo que t'avais fait chez Kamel Menour, je sais plus quand c'était, où il y avait une espèce de démonstration de force comme ça dans tes tableaux, notamment celui-là, où j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé. Là, je pense que là, je suis plus dans une période de recherche vraiment. Et c'est vrai que je remets en question beaucoup de choses de ma peinture et donc forcément ça crée des... en fait, encore une fois, mon rapport à la peinture finie, il est un peu étrange parce que comme là je recherche beaucoup, j'aime pas forcément à 100% tout ce que je fais en ce moment, mais c'est 10 fois plus stimulant et intéressant que quand je finissais des peintures et que je me disais là c'est une bonne peinture. Enfin, et ça m'intéresse plus d'être dans cette période-là que dans... Peut-être on peut faire rebondir Florence sur le fait d'aimer son travail, d'être en recherche. Moi, je n'aime pas mon travail, mais je pense que c'est commun à beaucoup d'artistes. J'entendais Hélène Delprat, par exemple, parler sur France Culture, qui disait qu'elle n'aimait pas son travail. Iman, tu dis un peu ça. Hein, c'est vraiment des montagnes russes. Oui, voilà. Et en fait... Qui aime son travail? Moi, ça dépend. Quoi? Toi, ça va? Ça dépend. Ok. Ouais, non, c'est pour ça. Je pense que ça fait partie du jeu. C'est pour ça aussi... Non, toi, t'adores... Hein. Tu vas rebondir, t'inquiète pas. Oui, donc toi, c'est... Mais alors, et quand tu recherches des choses, c'est pas ça passe par la... Tu mets dans les... Moi, ce que je comprends pas, c'est dans ton travail, par exemple, moi, vu ce que tu m'as raconté, j'aurais pris des drogues dans tous les sens, j'aurais essayé des trucs dingues, j'aurais pris de la cocaïne ou je sais pas quoi, pour voir ce que ça fait, l'ayahuasca ou je sais pas quoi, et j'y serais allé. Pourquoi tu vois non, je suis trop angoissée, j'aurais peur d'y rester. J'aurais peur d'y rester. Oui, j'aurais pu, hein, je pense que ça ferait pas de mal. On s'en reparle demain. Ouais. Mais je pense que c'est un espèce de travail sur apprendre à être plus désinvolte avec son travail et voilà, on peut y arriver. Il y a aussi le fait que je donne des cours. Alors, je sais que tu m'avais dit on ne parle pas forcément, mais je donne des cours aussi à des amateurs et moi j'ai un amour pour l'art brut, pour l'art des amateurs, pour l'art des enfants. Et parfois, ce qui est super étonnant quand il y a des amateurs qui ne savent pas du tout peindre, je me souviens de quelqu'un qui, par exemple,
peignait à la gouache, il me semble, sur un carnet qui était prof de philo. Technique super dure, la gouache. Ouais. Voilà, 4 couleurs. Il mettait pas d'eau. Et à la fin, comme c'était pas sec, il allait chercher du papier toilette et il collait son papier toilette. Et c'était d'une poésie incroyable, d'autant plus qu'il était prof de philo et je l'imaginais défaire ses feuilles de papier toilette. Oui. Voilà. Donc je m'inspire aussi beaucoup de la technique des amateurs. Alors on va finir avec deux. Je ne rebondirai pas sur ça. Jean-Baptiste, j'aimerais bien pas que tu réagisses. Parce que, par contre, si tu peux nous dire comment ça a nourri le fait de passer par d'autres techniques. Donc, je sais que tu fais de la céramique, tu fais voilà. Est-ce que ça comment parce que d'un coup, tu as un protocole comme ça où justement tu as dit que tu pouvais en faire 150. Qu'est-ce qui se passe quand tu changes de technique, quoi? Ouais. Mais j'ai deux réponses par rapport à ça. Mais la première, c'est quelque chose auquel j'ai pensé déjà dans la discussion depuis tout à l'heure, c'est que moi, je fais de la peinture parce que enfin, j'avais pas particulièrement d'attachement ou de talent pour ça, mais c'est juste que ça s'est trouvé super important pour moi de pouvoir tout maîtriser, de dépendre de personne, d'avoir un résultat immédiat, etc. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est pour ça que je fais de la peinture, parce que sinon j'aurais pu faire plein d'autres choses. C'est juste que ça s'est calé comme le truc, je sais pas, économiquement, techniquement, matériellement, tout ça, comme le truc le plus efficace pour arriver là où je voulais arriver. C'est-à-dire, en gros, faire des choses qui existent en dehors de moi, comme ça. Et en revanche, quelle était ta question? Parce que j'ai oublié ma deuxième réponse. Le rapport aux autres techniques de la peinture. Ah oui. Comment ça nourrit? Non, mais par exemple, oui, voilà, juste pour donner un exemple, en essayant de faire ça rapidement, j'ai fait une tapisserie à Aubusson il y a 2-3 ans. Qui est toute blanche, c'est ça, hein? Bah oui, en photo, fait, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, c'était absolument impossible de donner un tableau ou de faire une peinture en me disant, tiens, ça te rendra bien en tapisserie. C'est tellement impossible. Donc ça m'a pris 5 ans au lieu de 6 mois, parce que je voulais savoir comment ça fonctionnait. Et j'aurais voulu idéalement, ce que j'ai pas réussi à faire complètement, mais j'aurais voulu, et je crois que j'aurais pu le faire au Gobelin, où il y a une technique, alors qu'à Aubusson, il n'y a pas une technique pour faire de l'Aubusson. Donc ça m'a compliqué un peu la vie, parce que je voulais juste voir comment ça marchait. C'est très beau la région. Essayer de régler des... C'est beau, mais c'est loin, comme disait... C'est magnifique, attends, les brouilles, moi j'ai des très bons brouillards, tout ça. Et en fait, je voulais juste voir comment ça fonctionnait et essayer d'utiliser les paramètres de cette technique-là pour arriver à un résultat qui soit pas un de mes tableaux, mais qui puisse ressembler à mon travail. Si je décidais de devenir lissier, quoi. Et j'ai quand même fini par devoir donner une image parce qu'ils étaient trop perdus. Mais en gros, j'ai fait des dégradés à l'acrylique sur papier avec une espèce de gris coloré, violacé, avec un coin jaune, un coin rose, un coin bleu, tout ça vraiment complètement. Donc ils n'étaient pas beaucoup aidés, mais tout ça pour dire qu'au lieu de faire un tableau comme ça et de devoir trouver les 854 couleurs qu'il faut pour que ça ressemble et machin, on a fini avec 3 couleurs de lin, qui sont 3 couleurs qu'on a choisies, et un fil de soie standard. Et juste la technique de réalisation de nœud, a fait qu'à la fin on a une sorte d'image quasi monochrome mais qui réagit beaucoup, et que je pourrais très bien, ça c'est pas encore présenté, mais que je pourrais très bien accrocher au milieu de mon travail en me disant voilà, ça n'a rien à voir avec mes tableaux, mais ça a beaucoup à voir aussi. Et justement, pourquoi tu n'as pas d'assistant alors? Parce que là, tu dis que tu veux chercher des choses à faire loin de toi et tout ça, que tu as une pratique comme ça très tenue et tout ça. Pourquoi tu pourrais pas trouver 3-4 padawans pour leur faire le boulot à ta place? Pour faire de la peinture? Ouais, et comme ça tu aurais un camion de 300 toiles et... ça dépend. J'ai pas tu serais là juste à surveiller comme Jeff Koons les poils et c'est tout. Non, parce que c'est bien sûr totalement... impossible que, mon travail ce n'est que ça, donc si je fais faire ça par quelqu'un d'autre, Très bien. Je voulais mon petit. Damien, toi, tu as ton rapport au dessin. Alors, je sais bien que ça fait longtemps que tu n'as pas fait du fusain. Mais moi, j'adorais tes fusains. J'aimerais bien que tu en refasses. Quoi? Je vais en refaire. Tu t'en refais que pour moi. D'accord. Et ça change quelque chose de changer de technique ou qu'est-ce que ça tape? Parce que, encore une fois, là, le fusain, tes fusains non, pas que du tout. Enfin, le dessin, pour moi, c'était vraiment le. Enfin, j'ai pas de pratique de dessin, j'ai pas de carnet de dessin, ça m'intéresse non, bien sûr, là, pas vraiment. Moi, je veux faire des tableaux.
Quand je me suis mis au dessin, c'était pour faire comme des tableaux, quoi. Je voulais que ce soit des choses qui existent, qui ont leur autonomie et qui soient tout un univers, quoi. Donc j'ai développé une technique de peinture adaptée au dessin en utilisant les outils de la peinture. Donc j'ai attaqué cette espèce de masse poussiéreuse avec des pinceaux et puis jouer aussi sur les couches, quoi. Mais par exemple, je fais beaucoup de musique et ça nourrit beaucoup plus la pratique picturale que le reste. Ouais. Parce que là, il y a des vrais échanges. Et même, tu fais de la vidéo, des fois. J'en faisais. Ouais. Alors, on va finir, parce qu'on est sur la fin, mais avec une question de la transmission. On y va, voilà. Donc, la question que moi, je me pose personnellement, que beaucoup de gens, c'est pourquoi, par exemple, des professeurs quand ils sont en école d'art, ils n'apprennent pas tout simplement à leurs élèves à peindre comme ils peignent. Et puis voilà, déjà ils ont appris quelque chose, ils ont appris un univers et tout ça. Il n'y a que 2 professeurs ici, il y a Damien qui est au Beaux-Arts de Nantes et Florence qui est en ce moment à Glacière et au Beaux-Arts de Paris également. Alors la question c'est, est-ce que on vous le demande, est-ce qu'on ne vous le demande pas, comment ça se passe, voilà. C'est un vrai... Enfin, moi je trouve que voilà, c'est un vrai sujet, je ne sais pas, j'y vais doucement, mais... Moi, j'ai la réponse, enfin pour moi, ouais. parce qu'on a tous des espèces de jeux différents. Vous êtes notre seul clivage de ce soir, donc comme ça on va pouvoir... Pour moi, j'enseigne pas à un élève ou à des élèves, un groupe, j'enseigne à partir de l'élève, ce qui change tout, le point de vue. Je considère sa vie, ce qu'il a envie, ce qu'il recherche... comment je peux l'aider à dépasser son omelette à lui. Voilà. Son tiramisu. Voilà. Donc ça, le point de vue, ça change tout. Sa salade de tomates. Et il se trouve que tous les deux, on a un élève en commun que moi j'ai eu en prépa et que tu as eu à l'école. Oui. C'est une sacrée soirée là d'un coup. Voilà. C'est drôle. Qui est un très bon artiste, Elliot. Oui, Elliot, très bon artiste. Très bien. Ouais. Si tu veux te lever. Tu as vraiment bien formulé les choses. Ouais. C'est vrai qu'il y a toute une complexité quand même dans le fait d'enseigner la peinture. Enfin, au Beaux-Arts de Paris, c'est particulier. Il y a ce rapport un peu de tu m'as dit qu'il y a des ateliers. Il y a de la verticalité. Nous, dans notre école, on joue un jeu un peu plus ouvert, où c'est peut-être plus collégial. Donc, effectivement, c'est un peu moins forceur sur la transmission. Mais disons que le rapport à la technique dans les écoles d'art, en tout cas, est très compliqué. Parce qu'il y a quand même... c'est devenu presque académique de ne pas enseigner la technique. Ouais. Donc, moi, me concernant, j'essaie d'être là au maximum dès qu'il y a de la demande. Mais en aucun cas, je vais aller donner un cours de technique. C'est après, un peu politique. Il y a des règles quand même. C'est un peu politique. Oui, après, il y a quand même des règles sommaires, chimiques de la peinture. Ah oui, mais par exemple, tout le monde dit grâce sur maigre, personne ne comprend. Oui, il faut l'expliquer. Ouais, voilà. Non, mais c'est un vrai... Donc, toi, comment ? Il faut l'expérimenter, on peut se tromper et comprendre que oui, grâce sur maigre, ça marche. Et, on pourrait répondre aussi qu'on peut l'expérimenter, mais quand même, on joue un jeu qui est le jeu de la peinture qui a 700 ans. C'est quand même sympa de se dire qu'il y a eu plein d'expériences qui fait qu'on est plus vieux que nos ancêtres et qu'on pourrait apprendre cette expérience-là pour l'utiliser plus tard. C'est-à-dire en parlant de liberté, c'est qu'on a un vocabulaire encore plus large que ce qu'on a. La laque acrylique ou des choses comme ça, quoi. Tu peux regretter que ce ne soit pas enseigné d'office, mais tu peux pas dire que c'est ignoré. N'importe qui étudiant aux Beaux-Arts a besoin d'acquérir cette technique-là, c'est quand même très très facile. Je crois pas. Vu les résultats et vu la technique, le niveau général, je crois pas. Mais oui. Non, mais je pense que peut-être ça n'intéresse pas ces peintres-là, c'est tout. Ouais, je crois que c'est vraiment une question d'intérêt. Si tu veux l'info, tu l'as. Je veux dire, c'est quand même. Ok. Moi, j'ai suivi des cours de technique de la peinture et ça m'a pas. Et je les ai très bien suivis et vraiment j'arrivais à peindre à l'huile, c'était pas le problème. Moi je compte sur la psychogénéalogie, je me dis peut-être ça coule comme ça dans nos veines. Ou sur les tutos YouTube aussi. Voilà. Oui, maintenant il y a les tutos YouTube, ça c'est vrai. Et notamment très américain parce que justement il y a toute une tradition technique américaine qui est revenue avec des élèves de Jérôme en fait, par Thomas Hickins et tout ça. Ouais. Est-ce que vous avez des tips encore à dire ou on passe aux questions du public? S'il y a un tip, parce que on n'a pas fait tous les tips, c'est pour ça. Mais si vous êtes né ou pas, voilà. Ok. Alors, merci beaucoup, c'était super intéressant. C'était un peu bordélique, moi j'ai bien aimé, parce que d'un coup, c'était pas, on a rebondi, on a allé valse et gambade. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ce que je vais vous demander, c'est de ne pas faire des questions tunnels qui durent trop longtemps, parce que comme ça, on en aura plus que si on n'en a qu'une. Là, j'ai l'impression que la salle a un peu peur. Alors, Cyrielle, tu veux une question? Ouda? T'as trop de questions. Oui, Cyrielle va commencer. Cyrielle Gulaski qui est ici, elle va commencer l'huile, donc elle repart bébé.
Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oula. Merci beaucoup, très intéressant et puis passionnant d'entendre les techniques différentes Tant mieux, les uns merci. des autres. Question rapide, comment le médium principal que vous utilisez s'est imposé à vous? Est-ce que vous l'avez choisi ou est-ce que c'est vous, c'est lui qui vous a choisi en fait? Christine. Je pensais qu'elle allait le plus angoissée. Moi, je pense que j'ai pas eu le choix. Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le choix, c'est que j'ai commencé très très tôt, genre vers l'âge de 5 ans, à prendre des cours de peinture. Et vu que c'était un des seuls médiums auxquels j'avais un rapport presque quasi quotidien, c'est resté. Et j'ai juste essayé de faire de la céramique, mais ça prend tellement de temps en fait de se perfectionner, ou de donner du temps à une technique que la peinture, ça reste mon médium principal. Il y a quand même une question de l'huile, on n'a pas posé, c'est que l'huile, il y a aussi une charge justement historique, un rapport à l'histoire. Je reviens sur que vous m'avez fait un petit coup là, contre moi. Là. Toi, Damien, comment tu assumes le fait de peindre à l'huile et tout ça encore une fois, ouais. Sur le médium en lui-même, ouais. Ou bien comment c'est choisi l'huile, ce rapport à la vie, la question. Je vais trahir un secret, c'est que toute l'histoire ou pas? Je t'ai vu en atelier et tout ça. Je t'ai vu en atelier quand tu étais débutant. Tu as pu faire de l'acrylique, des choses comme ça. Ouais, je faisais n'importe quoi. Du polystyrène, des trucs dégueulasses. Ouais, je faisais n'importe quoi. Non, bah après pour faire court, enfin pourquoi la peinture, c'est ça la question. Non, toi, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette technique, cette manière Bah pour ce rapport, je sais pas, ça prend des années quoi. Enfin, je suis vieux maintenant. Parce que toi, en plus, tu as fait des études de biologie avant. Ouais, j'ai fait de la biologie et je voulais être musicien, donc voilà. Après, sur scène, c'est une angoisse, donc le tableau, on peut se cacher derrière. C'était aussi ça, enfin finalement, c'est disparaître du monde. Enfin, l'atelier, c'est une espèce d'endroit isolé qui est absolument parfait si on veut pas. Trop être en contact avec. Donc c'est d'abord des questions psychologiques de rester dans le ventre de la baleine. Il y a d'abord un. Oui, non, mais moi je suis d'accord avec ça. Un rapport de soin à la peinture. Enfin, ça peut aussi commencer comme ça, quoi. Trop bien. Une autre question? Ah, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais répondre? Ah non. Ok, pardon. Attention, je vais te répondre. Alors déjà, petit tips pour les Rosemary's Brush, il y en a sur les quai Voltaire chez Sennelier. Mais sous ma pression, figurez-vous. Ils n'ont pas toute la gamme. Non, mais figurez-vous que c'est moi qui les ai engueulés. Tout merci ça, beaucoup. Voilà. Mais ils n'ont pas acheté toute la gamme. Moi, je veux toute la gamme. C'est vrai. Non, mais on avance. Hein. On ne croit pas comme ça, mais on change de monde très fort. Hein. Donc, vous avez parlé de désapprendre et de ratage, de choses comme ça. Avant de désapprendre, faut-il déjà apprendre malgré tout? Je pas la gratter ou quoi, mais et il y a un peu contradiction dans les termes dans de réussir son ratage finalement, parce que c'est pas raté si on a réussi à rater. Non, c'est Beckett, il a raison. Mais argument d'autorité. Voilà. Non, mais par contre, là, on revient quand même à cette question de d'où on part. De dire qu'il faut désapprendre quelque chose, le fait est que voilà, non, c'est pas le cas, on n'apprend pas. Donc, il n'y a pas de commun, on va dire, il n'y a pas un commun classique. Alors, si on apprend un peu le cercle chromatique, si on apprend, voilà. Même je trouve que dans les écoles primaires, ils donnent de la gouache, il faudrait donner de l'acrylique, quoi, parce que c'est beaucoup plus. On fait des choses beaucoup plus réussies. C'est beaucoup plus vendeur l'acrylique que la gouache, qui est un médium très dur. Moi, je crois qu'il n'y a pas de règle en art, évidemment. Sinon, ça serait trop simple. S'il n'y a pas de règle, on ne peut pas rater. Donc. Alors, il y a des règles de virtuosité ou de faire de la mimésis, d'imiter le réel. Et puis, il y a le fait d'avoir une expérience plus réelle. Sans règle, on ne peut pas rater. Sans règle, on ne peut pas rater. Non. Alors ça dépend les attendus de l'art et où on place les règles. Est-ce qu'on les place dans la technique ou est-ce qu'on les place Parce qu'on pourrait vous répondre aussi qu'un Velázquez, c'est aussi un naufrage total. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il arrive évidemment, il y a une image, une peinture incroyable, mais il y a des prises de risques et des accidents incroyables dans un Velázquez, quoi. Donc c'est peut-être un peu moins dans Van Eyck, mais Van Eyck il dit Ali Khan comme je peux. Donc voilà. Je pense qu'il est du côté de Beckett, Van Eyck. S'il y a des règles, elles sont beaucoup plus méta que ça, quoi. Ça peut pas être une recette, quoi. Donc, si c'est pas une recette, en fait, chacun fait ses règles, et c'est une question de. Oui, mais il y a une question de lieu commun quand même que je trouve intéressant. Ouais, mais... C'est des espaces de jeu, je pense, qui sont personnels à chaque artiste. Alors, je suis d'accord, mais là, je pourrais rebondir en disant que, par exemple, encore une fois, c'est pas pour faire des jugements de valeur. Hein. Mais quand Iman utilise de la laque acrylique et qu'il y a très peu de gens qui utilisent la laque acrylique, en fait, elle se met dans une catégorie qui est presque pas comparable. Quand Damien il peint à l'huile sur toile un peu à la con, en fait, il est capable.
malheureusement pour lui, il se compare à Titien. Mais en fait, il y a. Moi aussi, je me compare à Titien. Oui, mais toi aussi, bien sûr. Non, mais là, je prenais Damien comme exemple parce que c'était le plus clivant dans l'histoire. Non, mais ce que je fais exprès de te dire ça parce que ça n'a rien. Je pense pas que ça a à voir avec ce qu'on. Enfin. Bah, je pense qu'il y a quand même un enjeu de matière et de trucs comme ça de comment c'est fait. Pas seulement. Oui, pas seulement. Mais encore une fois, là, on est sur un thème. Pardon. Moi, je travaillais à la ici Glycéro. 15 jours et puis. Je travaillais à la Glycéro et je trouve que j'adorais ça et que ça a été interdit. Et du coup, après, j'ai laissé tomber. Mais je pense aussi que la peinture, il y a quelque chose de très lourd, quoi. Il y a un passé, bien sûr, il y a quelque chose de très lourd. Et moi, je pense que l'une des raisons pour lesquelles je travaille avec le matériel que j'utilise, c'est parce que cette pression, c'est lourd, quoi. Du coup, arriver avec quelque chose de complètement différent et se dire, bon, ben moi, enfin, complètement différent, c'est quand même de la peinture, mais c'est chercher quelque chose à côté de la peinture. Et si j'avais pas ça, ça m'intéresserait pas de peindre, en fait. Pour moi, je vois pas. Je comprends bien. Mais après, quand tu dis que la peinture est lourde, c'est toi qui fais les pieds. Alors, pour le coup, pour les avoir portés, encore une fois, tu fais les tableaux les plus massifs du monde, quand même. C'est des tables en bois. Mais je pense vraiment que le fait d'utiliser une technique complètement différente, ça me permet aussi d'être complètement libre et de ne pas avoir ce truc d'ego ou quoi. Juste, je fais les choses et je me pose pas 20 000 questions sur ce à quoi j'appartiens, l'histoire à laquelle j'appartiens. Oui, mais en même temps, tu fais quelque chose d'hyper original, il n'y a que toi qui le fais. Donc, encore une fois, c'est un peu de l'ego là-dedans aussi. Mais voilà. Non, mais c'est. Voilà. Mais on a forcément. Mais on devient pas artiste avec zéro ego, je pense. Une autre question ? Peut-être une question. Ah non, mon Dieu. Bonsoir. Je vais mettre les pieds dans le plat. Vas-y. Plutôt une approche mercantile. Vous ne trouvez pas que depuis tout à l'heure on parle d'accident, toujours d'accident. On a parlé de la négligence des collectionneurs, voilà. Qu'on soit clair. Quand on parle avec des conservateurs, des restaurateurs, les galeristes, les collectionneurs, et on a une problématique liée à l'école française, surtout à la transmission. Normalement, surtout là on a 2 enseignants, on est censé faire aimer le médium, donner accès à une sorte d'alphabet, et après, une fois qu'on a acquis cet alphabet, on peut composer soi-même son scénario. C'est le cas de la musique. Avant de pouvoir composer, de jouer et de maîtriser soi-même un morceau, on apprend ces gammes, on les travaille. Et en France, on a ce côté presque insultant de l'atelier, de la transmission, d'apprendre les bases. Moi, je vais souvent... Pas trop long, s'il te plaît. Voilà. Ça dépend où on attend la... Ça dépend où on arrête l'histoire de la grammaire. On va jusqu'à Rothko. Qui finit sa question. Et en face, quand on regarde un peu l'échiquier et la valeur des artistes au niveau international, moi, il y a quelque chose qui me surprend, c'est qu'on a des artistes aussi talentueux sur cette nouvelle scène de figuration française, de la peinture, qui s'est réapproprié des codes qu'on avait longtemps enlevés en France, pendant quasiment 40 ans de vache maigre. Et on a des valorisations en acquisition qui sont ridicules comparées à des artistes américains qui, justement, ont repris ces techniques américaines de maîtrise dans les écoles où on transmet une sorte on transmet des gammes, en fait. Et j'ai l'impression qu'en France, notamment les enseignants, on a des discours où, en fait, on va être sur l'accompagnement de l'accident personnel, presque anecdotique de chacun. Et finalement... on a compris, là. Voilà. On en a parlé pendant 2 heures. Mais je trouve qu'il y a peut-être un truc... on a délaissé un champ, je pense, en France. On pourrait te répondre que, par exemple, parmi les grandes stars, il y a Ansem Kiefer. Il y a toujours un petit peu d'Ansem Kiefer par terre quand tu le vois exposer. Hein, donc, voilà, il ne faut pas idéaliser. Basélite, qu'on voit partout, il marche sur ses toiles, il boit son café, il met sa tasse, et c'est les traces qu'on aime, c'est sa liberté. Et ce qu'on enseigne, c'est l'amour de l'art. Richter, c'est un fraudeur, je veux dire. Non, mais n'importe qui. Vous faites de la peinture figurative en plus. Ouais. Tu sais bien que le petit coup de... Ah non, Richter, c'est un fraudeur. Oui, bien sûr. Oui, le petit coup de flou à la fin, genre n'importe quelle merde devient... On l'a tous fait, donc... Et surtout, il y a un écart, il y a un delta incroyable entre la photographie ou la reproduction et le résultat du tableau, qui est souvent un peu vulgaire, quand même. Bon. À part les paysages dans la brouillard, encore, c'est pas mal, quand même. Non, peut-être. Ouais. Oui, mais n'empêche qu'il y a tout ce dont on a parlé toute la soirée, c'est pas chez Richter, quoi. Il y a justement peut-être trop de technique d'un coup. Il y a un objet, un geste technique, c'est tout. Bien sûr. Ouais. Mais bon, on voit bien qu'on patauge dans cette histoire parce qu'on a pataugé 3, 4, 5 fois dedans. Donc... je sais pas si je commenter quelque chose que je trouve. Tu disais excuse-moi.
Tu disais d'apprendre à aimer la peinture. Enfin, je pense que c'est aussi là que ça se passe. Enfin, moi, c'est aussi ma mission. Enfin, c'est le seul chose qui m'intéresse dans ce fait de transmettre comme ça dans une école. C'est juste de leur apprendre à aimer la peinture, de leur donner un goût pour la peinture. Et ça, c'est assez plaisant à faire. Et on voit aussi qu'il y a un intérêt pour ça. Donc, tout le reste, c'est qu'une histoire d'outils, quoi. Ensuite, s'il y a une demande... Oui, mais alors moi, je suis pas d'accord pour négliger l'outil, parce que l'outil, c'est important quand même. Oui, mais je pense qu'on est là, on est prêt à le donner, quoi. Enfin, on est équipé quand même. Vous verrez que tu verras quand on aura des Rosemary Broche. Non, mais il y a aussi je crois qu'il y a un énorme malentendu sur ce qu'on entend par accident, quoi. Oui. C'est pas forcément un problème, quoi. Technique, même. Je veux dire, non, mais c'est pour ça que je parlais du VSK. Il y a une ouverture... Non, mais quand nous, on en parle, je crois que c'est vraiment... on n'en parle pas en termes de conservation. On en parlait en termes de gestion de la technique, mais de la technique comme une écriture, pas comme... Oui, en fait, par exemple, avec quelqu'un qui a une pratique très, très, très figurative dans les règles de l'art, dans la peinture à l'huile, comme ça, en fait, qu'est-ce qui fait la différence entre deux personnes qui apprennent la même technique au même niveau de technicité, en fait? C'est l'accident, c'est le fait de trouver quelque chose qui va faire un décalage et que la personne va... En fait, je pense que c'est de ça dont on parle aussi, c'est trouver le style, en fait. Pourquoi dit Huberman, dissemblance et figuration. Oui, très bien. Une autre question? Madame, c'est cool, on a... Fille-garçon, c'est très bien. Par contre, vous êtes de ce côté-là, c'est pas bien. Bonsoir. Pour vous. Non, je vous en prie. Non, je vous en prie. Comme ça, ok. C'est juste une blague. Apprendre à aimer la peinture, vous avez dit, ça m'a tout de suite tilté. Bon, moi, je donne des cours de dessin aux enfants. Et c'est merveilleux parce que, en fait, on ne dessine plus trop aux Beaux-Arts. Et ça les sort des écrans. Donc, ma question, est-ce que vous avez peur de l'intelligence artificielle et des écrans? Est-ce que vos élèves, ou la transmission, si on parle de transmission, et si on parle de conservation, parce que la peinture, quand même, on regarde encore des peintures qui datent d'il y a 3 siècles ou 5 siècles, en tout cas... Bien sûr, oui. Voilà, nous, oui. Voilà. Alors, la question, elle est floue. Ma question, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle et les écrans, la numérisation permanente partout, même dans l'enseignement, même dans les écoles déjà, et même dans les galeries, et même partout, est-ce que vous pensez que c'est un danger pour les peintres que nous sommes et que vous êtes, d'après ce que j'ai entendu? Alors, le danger, on a compris. Ou est-ce que vous pensez que non? Le danger. Pas que pour les peintres, peut-être. Est-ce que l'amour de la peinture, est-ce qu'ils vont le garder? Il faut le retransmettre. Voilà. Oui, parce que ça s'apprend. Je suis d'accord que ça s'apprend. Tant qu'il y a des musées, je pense que ça devrait aller. Tant qu'il y a des musées ou des sites archéologiques. Oui, ils sont tous avec leurs appareils photo, on va même plus les tableaux. Oui. Après, ça c'est. Alors d'accord, mais sauf que, on peut se poser la question, mais les musées n'ont jamais autant marché. C'est d'ailleurs l'amour de l'art plus que la technique qui s'apprend. Hein. Je pense que c'est. Non, puis même on pourrait se dire que vous êtes des fabricants d'images et que ça a aussi un rapport à l'image qui est différent que justement l'intelligence artificielle, des choses comme ça, quoi. Mais peut-être pas vous ça vous. Ça m'inquiète pas trop pour l'instant. Non, moi non plus. Il n'y a aucune émotion face à une image numérique. Il n'y aura aucune émotion face à une image numérique. Ça, je suis pas d'accord parce que moi j'ai plein d'émotions des fois dans les images numériques. Je te conseille pas. Moi, je trouve pas de regarder les Gardiens de la Galaxie 3, ça fait pleurer. Comment? Moi, je trouve ça un peu inquiétant. Tu trouves ça inquiétant? Oui, moi personnellement. Oui. C'est inquiétant, mais en même temps, un petit peu approfondir. Non, pour moi, la peinture, c'est la matière. Du coup, même voir une peinture en photo, en fait, ça veut rien dire. On ressent. Très bien. Il faut aller voir les peintures et c'est comme ça qu'on les ressent. C'est un rapport physique, en fait. Justement, c'est un objet physique. Donc pour la physique, peinture, moi, j'ai pas trop de. Voilà. Mais par contre, le fait que Photoshop, on se posait les mêmes questions sur Photoshop. Ça va pas non plus. C'est juste un outil. Et même avec la photo. C'est pas à ce niveau-là que je trouve ça. Oui, on se pose la même chose avec la photo. Bien sûr, tu sais que tu es censé arrêter de peindre figuratif parce qu'il y a la photo qui a été inventée il y a 200 ans. Non, mais l'intelligence artificielle, ça permet d'avoir une réponse plus rapide, plus efficace, très vite, et on ne se perd plus, on n'a plus de cheminement de pensée. Et moi, je suis pour de l'art contre-performatif. Et voilà, je suis pour ce cheminement philosophique, poétique, esthétique. Et ce qui me fait peur, c'est la performance qu'on va avoir face à nous. Je veux dire que j'ai fait beaucoup de chat GPT là, c'est pas très sensible non plus. C'est-à-dire que si on compare le style de Titien ou de Ingres et tout ça, ça marche pas trop encore. Hein. Par contre, là où madame, peut-être, moi c'est un sujet que je trouve vraiment intéressant, c'est le rapport au réel. C'est-à-dire que d'un coup, dessiner ou peindre quelque chose, c'est avoir un rapport plus intense et plus fort avec la simplicité du réel, ou la complexité du réel. Et ça, par contre, je pense que ça sera un gros enjeu où là, pour le coup,
Je vous donne cet argument, c'est un argument de Régis Debray sur l'effet de jogging. Il se demande pourquoi, quand on a inventé la voiture, les gens se sont mis à courir. Et c'est vrai qu'en fait, on ne courait pas avant, et depuis qu'on a la voiture, les gens ils courent dans la rue, quoi, voilà. Et donc on peut imaginer qu'il y a un vrai effet de jogging par rapport à la saturation des images et tout ça, qu'au bout d'un certain moment, on a envie de se les accaparer, et pourquoi pas avoir un rapport concret à la réalité, voilà, plutôt qu'à l'image, quoi. Voilà. Un petit peu d'espoir dans ce monde de... je suis désespéré, hein, vous inquiétez pas. Une autre question? Merci. Non, je vous en prie. L'effet de jogging, ça marchait. Ouf. Il n'y a pas d'autres questions? C'est pas grave, hein, on va aller boire des coups, hein. Vous voulez boire des coups? Les images peintes d'après IA. Alors, les images peintes d'après IA. Bah ça, personne, vous peignez pas d'après IA des images peintes, quoi. Toi, tu peins d'après des images des IA? Ça m'arrive de jouer avec, ouais. Ok. Pour créer aussi, justement, du uncanny, quoi. Enfin, ça crée des images monstres. Ouais. Et ça m'intéresse vachement. Et tu peins d'après déjà? Ça m'est déjà arrivé. Ok. Parce que toi, je me souviens que tu avais une période où tu peignais d'après des images trouvées sur Internet. Et des fois, on pouvait trouver avec Google Images les images sources de tes tableaux, quoi. Ouais, c'est rigolo. C'est vrai. Ouais. C'était rigolo. Ouais. Ok. Est-ce que tu travailles à partir des bugs des images de tes IA ou pas? Enfin, quand tu promptes mal, ça crée des choses assez intéressantes. Donc, mais aussi le raté assez banal quelque part aussi. Oui. Bon, une autre question ou pas, hein? Attention, hein, après c'est fini. De toute façon, vous pouvez poser des questions après aux artistes qui vont rester là jusqu'à 23h. Ouais, monsieur, une dernière question, c'est très bien. Bonsoir, merci pour tout cet échange. Alors moi, je suis ni peintre ni artiste, mais par contre, je suis enseignant en école d'architecture. Ah zut, non, et en fait, tout cet échange sur l'enseignement, je le trouve hyper riche. Et en fait, il y a un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé, qui pour moi a affaire un peu à la technique, même si c'est pas la technique de la main, qui est la question de l'apprentissage du regard. Et en fait, moi, j'ai l'impression, et c'est là où je pense qu'en France, on n'est pas mauvais, et pas que dans les écoles d'art, dans beaucoup d'écoles qui ont un rapport avec l'art, qui est la question de comment on apprend aux gens à regarder et à comprendre peut-être plus. Et j'aurais voulu savoir comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, dans vos écoles, dans votre apprentissage? Ils sont déjà vieux, hein, pour leur apprentissage. Non mais oui, alors l'école du regard... Par exemple, au Beaux-Arts de Paris, il y avait un prof qui s'appelait James Bleudet et qui donnait des cours de composition. Et donc on passait tous nos vendredis, chaque semaine, dans la salle des Rubens, tout le cycle des Medici. On devait choisir un tableau et dessiner ce tableau pour essayer de le comprendre, voir comment le regard circulait dans le tableau. Et ça, c'est intéressant par rapport à nos sujets de règles ou de pas règles. C'est James Bleudet, donc on a beaucoup parlé de lui dans Encore fait dans les apparences, mais c'est drôle qu'il soit saillant comme ça. À notre génération, à nous, toi, tu avais adoré James Bleudet, mais moi, à ma génération, James Bleudet, c'était un peu le ringard. C'est-à-dire en 2000, les gens ils regardaient ça en disant bon, bah voilà, c'est assez aride et tout ça. Et il était assez mal vu, mais il faisait son truc de règles, voilà, la règle de l'art, blabla, la composition, blabla. Et en fait, 10 ans après, des gens comme Christine ou Nathanaël Herbelin ou Jean Clarac, ils ont adoré ça. Et James, c'était la star. Voilà. Et c'était la star des jeunes 10 ans après, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est assez drôle ou assez, on va dire en tout cas, encourageant, quoi qu'il arrive, de persévérer dans son être. C'est-à-dire qu'il avait vécu les deux situations et que lui n'avait pas bougé dans cette histoire. Voilà. Je n'ai pas dit que c'était bien, mais c'est assez intéressant. Et je t'en prie. Non, je pense aussi qu'il faudrait avoir les âges de chacun, etc. Mais je pense que toi et moi, on est un peu plus vieux. C'est gentil. Et je pense, moi, je sais pas si toi, je sais que, moi, de ce que je me souviens des Beaux-Arts, c'était qu'on avait en gros, en France en tout cas, c'était un peu soit Bertrand Lavier, soit Bernard Friese, si tu voulais faire de la peinture. Donc soit une blague drôle ou une blague pas drôle. Oui, ça ricanait beaucoup. Ouais. Non, mais c'était très ça, et c'était très richtérien, et c'était très méta. C'est un autre apprentissage, mais si, toi, c'est normal que les trucs se perdent pas et que 10 ans après, il y a besoin à nouveau de quelque chose. Mais pour revenir à l'histoire de l'apprentissage du regard, il y a quand même une question. Moi, c'est une question qui m'étonne, c'est que tous ces gens-là, c'est quand même des peintres qui jouent avec les images, qui travaillent avec les images, qui ont un sens très. Et je trouve ça dingue qu'on ne soit pas exploité plus dans la mesure où on est à une période où il n'y a jamais eu autant d'images dans nos têtes tous les jours qu'aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc il y a une vraie politique. Moi, j'appelle ça l'écologie des images maintenant, où il devrait y avoir une vraie politique de notre rapport aux images qui n'est pas du tout. Il n'y a pas de médium.
Alors, on sort le Daniel Arras tout le temps, mais bon, ça date beaucoup. Et par exemple, Daniel Arras, c'est à peu près le contraire de ce qu'on a fait aujourd'hui. Daniel Arras, c'est l'historien de l'anecdote, de la symbolique, du sens littéraire des tableaux, et a très peu de rapport avec la matière même des tableaux. Et ça, je pense que cette matière-là, elle est très intéressante sur les images incarnées d'aujourd'hui. Voilà. Allez, une petite dernière question, après c'est fini, je vous prie. Oli. Non? Allez, bon bah merci. Je finis l'apprentissage de regard, je m'excuse. Excuse-moi. J'ai trouvé ça... Non, je t'en prie. Quand je parlais d'apprendre à aimer l'art, je parlais évidemment de la même chose que vous. Apprendre à dessiner, c'est apprendre à regarder. Apprendre à trouver quelque chose à dire qui corresponde à ce qu'on a dans la tête, c'est apprendre à regarder le monde. Enfin, là se place bien la vraie question, je pense. Pardon, non, mais t'as pas besoin de savoir jouer d'un instrument pour aimer la musique. Alors, hyper intéressant. L'amateur d'art au XVIIIe siècle, il peignait, il faisait du violon, il faisait des choses comme ça. Oui, et moi, je crois très fort que l'amateur, il a plus de sensations de la grandeur de l'artiste que celui qui n'a pas essayé. Mais moi, bon, je pense que l'éducation est hyper importante. Ouais, éducation. Bon. Mettez de l'argent dans l'éducation. Bon, c'est peut-être pas le sujet. Bon, ok. Je sais pas, peut-être je vais faire un point de montage sur cette phrase. Tu pourras me niquer ma conclusion. Non, mais je garderai, t'inquiète pas. Bon, bah merci beaucoup. En tout cas, vous avez un pot de l'amitié, comme on aime ça. Et puis voilà. Merci à tous et merci aux artistes.